Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Enfin, ravi et triste en même temps, c'est la J38, c'est la dernière journée de notre bonne vieille Ligue 1. Ça veut dire 2 mois sans Ligue 1, 2 mois sans Ligue 1 Legends. Donc on va en profiter à fond aujourd'hui les gars de cette dernière de Ligue 1 Legends. Cette dernière session nostalgie de la saison. J'espère que vous allez bien sur le chat. J'espère que vous aussi vous allez bien l'équipe. Comment ça va Max, tiens, pour commencer, malgré ce maillot? J'ai mis le maillot avec lequel j'ai dormi pour essayer de tenter quand même de garder cette troisième place ou au moins essayer d'avoir la deuxième, c'est l'objectif premier. Mais surtout, ne pas finir quatrième, ce qui, à mon sens, est une grosse cote. Donc, j'ai mal dormi. Je t'avoue, j'ai mal dormi. La journée va être très très longue. Écoute, te plains pas. Moi de mon côté, je suis en train de stresser pour savoir si on joue une Conference League, une Europa League ou rien du tout. C'est pas si mal la Conference League, tu vas voir. Petit déplacement à Karabag et tout, on rigole un peu. Bah écoute, hein, déjà si on a une Coupe d'Europe, je suis content quoi. Bon, pour toi, Adri, un peu moins de suspense, ça va, tu me dis bien? Ouais, il y a plus d'enjeu. À moi, c'est vrai, t'as parlé de tristesse. Moi, je vous quitte, les gars. C'est notre last dance. Adieu, après une saison mémorable. Donc, petit message à la LFP, peut-être un concept, ouais. Ligue de Legends. Ligue de Legends, voilà, avec les meilleurs buts de Cédric Forêt, par exemple. On pourrait se régaler, mais voilà. Moi, je me prépare à découvrir le Burger King de Niort, le Formule 1 de Rodez. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui m'attend. Mais toujours ravi d'être là, forcément, pour Ligue 1 Legends. Mais oui, mais c'est un autre football, c'est notre expérience, tu vas Exactement. voir, c'est sympa aussi, c'est sympa. Vous allez vous ressourcer et revenir en force, Samy Bordelais, ne vous inquiétez pas. Bon, Samy, lui, ça va, niveau problème, c'est bon, est-ce que Mbappé va rester ou non? Bon, a priori, ça va, quoi. Hein, oui, t'es le moins à plaindre parmi nous, quand même. Bah ça va, champion. Hein, on commence à s'y habituer, hein, champion, C1 l'année prochaine, des beaux noms peut-être qui vont arriver. Donc oui, ça de ce côté-là, franchement, je pense être le moins à plaindre de nos quatre, mais tu l'as dit, une petite tristesse quand même, parce que c'est la dernière de la saison pour League of Legends, parce que quand même, je pense que nous tous, quand on travaille dessus, on adore le faire, tu vois, parce qu'à chaque fois, on est confronté à plein d'images, et encore cette semaine, vous verrez dans une des chroniques, je parle du Lille du début des années 2000, et forcément je suis tombé sur alors c'était pas du tout sur ce joueur, hein, je radais pour un autre joueur et je tombe sur Salahedine Bassir, donc mes yeux se sont portés sur Bassir, et voilà, encore une fois, à cause de Ligue 1 Legends, j'ai fini sur des vidéos sombres, des compilations bizarres en pixelisé sur YouTube pour voir Bassir marquer des buts avec Lille à l'époque. Donc merci beaucoup Ligue 1 Legends, parce que vraiment il y a que cette émission qui peut t'offrir ce genre de moment. Ouais, écoute, ravi que tu prennes autant de plaisir. J'espère que vous, dans le chat, vous en prendrez tout autant durant ces 1h30 de stream. Le sommaire d'aujourd'hui, donc J38, bah forcément, on va se faire un petit top des plus belles J38, des scénarios, des scénarii les plus improbables de ces J38, et il y en a quand même quelques-uns. Après, on va se faire une petite session sur les fratries de Ligue 1. C'est très dur de passer professionnel, mais dans certaines familles, ils se permettent d'avoir les deux frères, voire trois même, qui passent professionnels et qui jouent en Ligue 1. Donc on va leur rendre hommage. Après, on aura un joli top but sur Dimitri Payet. Je pense que là, la dernière fois, on s'était fait Ronaldinho, cette fois, on se fait Payet. Je pense qu'en termes de jolis gestes, on est plutôt pas mal. Ouais. Ça va. Je pense à Shabani Nonda, peut-être l'un des plus grands regrets de cette Ligue 1 sur ces 20 dernières années. Vraiment, il avait un tel potentiel, mais une certaine blessure lui a un peu coupé les ailes, malheureusement. On y reviendra dans un joli focus. Après, bon, un sujet dont moi je me serais passé en tant que Niçois. Ça te rappelle vraiment des mauvais souvenirs pour le coup. Non, mais les gars, je sais plus qui m'a proposé ce sujet, mais je pense que c'est vraiment un grand sadique. Je crois que c'est toi, Adri. Genre oui, voilà, ils sont dans le dur. Les Nancéens, on va leur mettre un petit peu de baume au cœur. Oui, bon, moi j'ai pas encore digéré la finale de Coupe de France perdue. Là, vous me ravivez les souvenirs de la Coupe de la Ligue perdue contre cette même équipe. Merci bien. Bref, on va parler du Grand Nancy de Pablo Correa. J'ai hâte. T'as l'air ravi de l'annoncer. Hein. Oh, je me régale d'avance, vraiment. Tu peux nous faire la célébration de Moncef Zerka juste pour le plaisir. Avec son Z là, c'est ça? Ouais. Putain, quelle horreur.
Et on terminera avec un match de légende. Je suis même étonné qu'on l'ait pas déjà fait, celui-là. OL PSG 2012, 4 buts partout, l'un des plus hauts matchs de la dernière décennie. Le Lyon, qui commence un petit peu à être sur le déclin, mais qui reste encore à un très très haut niveau. Et un PSG qui, à l'inverse, est en train d'amorcer sa montée vers le très très haut niveau. Du coup, tu as quand même une rencontre assez folle. Samy nous fera revivre ça. Ça, par contre, j'ai déjà un petit peu plus hâte. Je pense que là, ça sera un peu plus sympa. Bon, allez, on va commencer tranquillement donc avec cette J38 qui nous réserve tant de surprises. Encore aujourd'hui, je pense qu'on a encore pas mal de surprises à attendre. Autant pour le bas de tableau, pas tant que ça. Ça reste déjà, à part la place de barragiste, globalement, il y a plus trop de suspense. Oh, c'est pas, On ne sait pas qui va descendre déjà. Il reste quand même une place, à déterminer. C'est pour ça que j'ai dit plus trop. et après en haut, par contre, là dans la course à l'Europe, là c'est celui folie. Qui arrive à te donner, le quintet gagnant. Il est très bon. Il est très très bon. Mais soyons honnêtes. On a connu quand même beaucoup plus rocambolesque comme scénario. C'est ça. Alors moi, j'ai imaginé un petit top 10, évidemment subjectif, des meilleurs J38 depuis, on va dire, la dernière vingtaine d'années. Et on commence en numéro 10 avec la saison 98-99, le fameux duel Bordeaux-Marseille. Alors je sais, vous allez tout de suite me dire, oui Maxime, tu l'as mis au fond du classement parce que ça te rappelle des souvenirs où tu pleures, parce que le PSG l'a pas joué, parce que c'est involonteux. Exactement. Mais j'étais obligé d'en parler. Donc là, on voit sur les images Marseille jouer contre Nantes et devait s'imposer pendant que Bordeaux devait ne pas s'imposer contre le Paris Saint-Germain. Donc du côté de l'OM, grâce à Robert Pires, le travail avait été fait. Et puis, il s'est passé quelque chose. Je vais laisser peut-être Samy et Adrien en parler parce qu'ils se sont serrés la main quand même avant le match il y a 15 ans. On va dire que ce petit but de Fainduno qu'on va voir là à la fin, il vient ponctuer une rencontre où il y avait déjà des gens un peu en vacances. Mais bizarre. Mais voilà, le football est ainsi fait. Marseille avait qu'à pas perdre sur les matchs précédents pour avoir son destin entre ses mains. Déjà. Après, ça jouait Bordeaux quand même. Attention. Ouais, ça jouait. C'était fort. Solide, Fainduno, très belle équipe quand même. Donc Benarbia, Mikou, Laslan, Wittord. Moi, je pense que Paris a toujours été fair play, donc je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Dit-il avec son joli drapeau du PSG derrière. Alors, objectivité, bien sûr. On reverra Elie Bop, qui est un peu, avec Pascal Duprat, un homme de la 38e journée. Peut-être prémonitoire pour ce soir, d'ailleurs, pour Pascal Duprat. Mais Samy, tu m'offres une transition vers le 9e parce que, tiens, encore le Paris Saint-Germain dans une 38e journée qui ne joue pas. C'est étonnant. Et c'était cette fois-ci un peu plus rapidement, en 2000, enfin un peu plus rapidement, un peu moins éloigné de nous, en 2016-2017, avec ce but de Ronny Rodelin qui vient dans les derniers instants sauver le Stade Malherbe de Caen. Encore une fois, pas volé à la 95e. Rodelin, il y avait quand même tous les ingrédients réunis pour une surprise à un moment donné. C'est ça, donc pour rappeler le contexte, Caen et Lorient se disputaient la dernière place qui était pour le coup celle du barragiste. Et Caen, à 1 minute de la fin, était sur cette place de barragiste jusqu'à ce but de Ronny Rodelin qui avait raté un penalty quelques minutes auparavant, donc rien n'allait pour Caen jusqu'à cette fameuse 94e minute. Et puis pour la petite anecdote, derrière, Lorient va au barrage contre 3, le 3 de Benjamin Nivet, et se fait terrasser par le roi Benjamin Nivet. Comme quoi la 17e place et ce but de Ronny Rodelin a eu beaucoup d'importance sur l'avenir. C'est une bêtise, mais quand ils se sont pas maintenus 2 fois la dernière journée contre le PSG, ils ont pas fait le coup 2 fois dans leur histoire. Ça me dit un truc, ou en tout cas, il y avait quelque chose, ou quand ils descendent, ils jouent encore le Paris Saint-Germain et ça ne fonctionne pas, peut-être. Je me souviens plus. Je me souviens de cette récurrence un peu, de dire, ils l'ont déjà fait une fois, ils vont peut-être leur faire 2 fois. Ça, c'est un truc qui il y a un truc.
Donc voilà, bon, on commence timidement, hein. On commence par, pour le moment, des belles histoires. Il n'y en aura pas que des belles dans la suite du classement. Vous avez le droit de pas être d'accord avec le classement d'ailleurs. Plus on va remonter, je pense que plus je vais me faire tirer les oreilles. Non mais ça c'était fou, je me souviens quand ils avaient une équipe où il y a eu pas mal de problèmes, ça avait été compliqué, il y avait notamment cet attaquant croate Ivan Santini, je pense que dans 10 ans on fera je pense à Ivan Santini parce qu'il avait un profil assez particulier, et tu l'as dit, moi je me souviens vraiment de Rodelin qui rate son penalty au parc. Alors franchement de mémoire le PSG c'était un peu la teuf ce match-là, mais le camp avait tellement de mal à marquer à ce moment-là, pour moi c'était fini, et tu l'as dit, hein, enfin vraiment la place arrachée, et derrière aller se confronter à les stacks de Benjamin Nivet à ce moment-là, c'était très très tendu, donc non franchement big up à Caen, même si derrière ça a été un peu plus compliqué. Petit but de grande conséquence pour Lorient, qui a fait un petit passage derrière en Ligue 2. Numéro 8, on revient un petit peu plus loin, en saison 2003-2004, c'est une histoire que j'avais totalement oubliée, et que tu parlais Samy en intro des belles histoires qu'on redécouvre avec cette émission, ça en fait partie. Ajaccio, qui était en position de relégable avant le match contre Metz, et qui a besoin de gagner pour se sauver. Alors là on va le voir, Maoulida ouvre le score rapidement, l'homme à la bandelette, et là, un champion du monde 98 surgit, et met tout le monde d'accord, Bernard Diomède. C'est vrai Bernard Diomède. Qui va mettre un triplé et qui va propulser Ajaccio à la 15e position en permettant au club corse de se maintenir. Alors, c'est pas le plus grand moment de suspense de cette J38, mais quand même un petit triplé d'un champion du monde sur une dernière journée. Et puis bon, on le voit, hein, en Corse, on avait besoin sans doute de ce supplément de talent sur cette journée-là pour faire la différence. Et c'est Bernard Diomède qui s'y est collé. C'était sans doute l'un de ses derniers faits d'armes, d'ailleurs, je pense, de sa carrière. Mais il a aussi ça, son palmarès, celui d'avoir sauvé Ajaccio en 2003-2004. Mais tu sais, tu parles de belles histoires, mais souvent tu entends des anciens pros qui parlent, et ce genre de performance, parfois, ils le mettent à la même hauteur qu'un titre, ou peut-être pas que le titre de champion du monde, on est bien d'accord, mais qu'un titre remporté en club ou autre. Ce genre de moment aussi est très très important dans la carrière d'un footballeur. Donc je suis sûr en même temps, c'est tellement dramatique, il doit y avoir une telle pression, et puis surtout dans des petits clubs comme ça où t'as vraiment une ferveur, t'as quand même une pression populaire. Tu sens que c'est vraiment important en fait. Tu sens que tu accomplis quelque chose et que tu vas rendre des gens heureux en faisant ça. Donc humainement, je pense que ça va être quelque chose de très très fort. Ouais. Ben, c'est ce que nous avait dit Siriex ici. Panchi Siriex nous avait expliqué ça, que le meilleur moment de sa carrière, c'était pas les hauts qu'il avait pu connaître avec Auxerre, mais le fait qu'il se soit sauvé avec Toulouse, c'était le meilleur moment de sa carrière. C'était fou quand même qu'ils nous disent ça, alors que beaucoup aujourd'hui on visualise ça comme voilà, c'est le succès, la victoire. Pas forcément. Il y a aussi un maintien, ça peut être aussi beau qu'une belle coupe. Ouais. Sur le chat, juste évidemment, n'hésitez pas à participer, à poser des questions, et n'hésitez pas à nous rappeler vos souvenirs s'il y a des J38 qui ont été particulièrement marquantes, parce que là, Max nous en a sélectionné 10, certainement qu'il y en aura d'autres. Bien Donc n'hésitez pas à nourrir ce sujet. Ouais, non mais clairement en plus pour parler d'anciens champions du monde sur l'île de Beauté, j'ai retrouvé aussi la trace de Christian Carambeu qui était à Bastia. Ça j'avais zappé. Et lui pour le coup il était allé en Ligue 2 avec Bastia, donc souvenir moins glorieux, mais peut-être une petite mention quand même à l'AS Ajaccio qui remonte en Ligue 1 avec 19 buts encaissés sur toute la saison. Donc là, l'an prochain, on aura du pur, du vrai Cholismo en Ligue 1 avec Olivier Pantalone. Ça va être très très sympa. On appréciera l'accent corse. C'est pas Olivier Pantaloni. Pantalone. Ouais, moi je suis comme ça. Moi je sais pas Jean-Louis Leca, c'est Jean-Louis Lec. Tu vois. Vas-y Max. Samy, on dirait que l'émission est un peu préparée parce que derrière, c'est le plus grand moment sans doute de la carrière de Mamadou Diallo en 7e position, saison 2004-2005. Remise en contexte, Nantes a besoin d'un miracle, club 19e, doit gagner pendant que Caen et Bastia perdent. Autant dire que c'est très compliqué sur le papier. Bastia perd. Du côté de Caen, peut-être qu'Amaury peut nous balancer les images. Ça se passe mal du côté de Caen parce que contre un club de Istres qui est 20e et déjà relégué, finalement, Caen va perdre. Et pendant longtemps, nos amis nantais vont attendre le but qui va les délivrer. Et le but qui va les délivrer, vous venez de le voir, c'est le but de la tête de Mamadou Diallo.
Donc là, c'est les images du fameux Istres Caen qui va plonger, malheureusement, nos amis Canet en Ligue 2. Istres qui avait plus rien à jouer, qui était 20e, qui fait sans doute en plus partie, sans leur manquer de respect, des équipes qui ont le plus mal géré une saison sur les 20 dernières années, qui étaient un petit peu les plus faibles. Ouais, avec Arles. Avec Arles, Avignon, Boulogne-sur-Mer, c'était des équipes qu'on a programmées pour être en Ligue 1. On a vu passer comme ça. Bah oui, et malgré tout, à l'honneur, à la fierté, ils vont gagner sur cette dernière journée et plonger cette équipe cannaise pendant que c'est la fête forcément à Nantes. Hein, et on le disait, ça vaut presque un titre, envahissement du terrain, Mamadou Diallo porté au nu, qui n'en revient pas. Ils n'étaient pas au courant à ce moment-là. Ils n'étaient pas au courant que le but de Diallo leur permettait de se sauver. Donc là, c'est vraiment le moment où ils apprennent tous qu'ils ont sauvé le club. Et comme tu disais, Alex, la pression populaire, la ferveur, ça c'était à domicile. Nantes, hein. Voilà, on le voit sur des images comme ça. Ouais, c'est dingue ça. Mais après, c'est propre au foot. On l'a vu avec Everton qui a fêté une 16e place alors qu'ils avaient des ambitions autres. On se rend pas compte, mais c'est bien aussi. C'est bien de voir ça. On voit que le foot est quand même puissant. Non, moi j'irais même plus loin, Samy. On a souvent reproché à la France de pas être un pays de foot. Je pense qu'on a des lacunes sur plein de choses. Notre palmarès en Coupe d'Europe, sur peut-être certaines choses par rapport, je sais pas, à la culture, à la notoriété des entraîneurs. Mais mine de rien, cette saison, on a eu envahissement de terrain à Nantes pour la finale de Coupe de France. On a eu envahissement de terrain à Toulouse, à Auxerre, Ajaccio, je crois aussi. Donc ouais, il y a quand même des poches où les gens, ils kiffent ça, c'est leur vie. Donc je pense que ça fait partie du chose. Et même, tu vois, ça m'a fait mal parce que c'était la victoire de Marseille à Bordeaux. Mais moi, quand je vois des mecs à 4h du matin qui viennent fêter une victoire historique qui met fin à l'invincibilité d'un truc rival, moi je suis pas là en mode ah putain c'est footix parce qu'ils ont gagné contre Franck Sergio et Dil Rousseau. Non, moi je trouve que c'est bien justement qu'il y ait une vraie ferveur, que les gens célèbrent ça. On a tellement reproché à la France d'être pas un pays de culture foot que moi je trouve que ces derniers temps on le voit de plus en plus. C'est pas parfait, mais on progresse. Non, et puis je pense que, alors Alex, ça va te concerner, mais ce soir, si Lens fait quelque chose et finit européen, je pense qu'on peut avoir une belle fête à Bollaert. C'est de là à dire qu'on le souhaite, parce que ça veut dire que Monaco a perdu et que Nice n'est pas européen. Bon, il t'a porté l'œil, c'est bon, ça y est. Hein. Alors, composition de la prochaine saison de Ligue 1 Legends. Max, ça dégage. Allez, hop, merci. Bon, ben, on va profiter des derniers moments, hein. Numéro plaisir, là. C'est ton avant-dernière chronique. C'est mon jubilé. Ouais, c'est ça. Comme Christophe Galtier à Nice, pardon. Non, sois t'inquiète. Non ? Bon, bref, c'est un autre débat. Numéro 6, saison 2011-2012, le titre de Montpellier. Alors vous allez me dire pourquoi si bas ? Parce que le suspense n'est pas très grand à cette J38. Montpellier a simplement besoin d'un point si le PSG, Montpellier, lui, a besoin d'un point si le PSG gagne, et le PSG qui se déplace à Lorient va timidement gagner 2-1 après avoir été longtemps mené par Lorient, et un but de Kevin Monet-Paquet. Mais de son côté, Montpellier va tuer le suspense très rapidement avec, on le voit, un doublé de John Utaka. Donc, évidemment, image mythique, saison mythique, mais en suspense de la J38, pas vraiment, j'ai tenu à le mettre quand même parce que ça fait partie des grandes images de notre Ligue 1 et on le voit là avec Loulou Nicolin et la fête. Mais une J38 qui n'était pas aussi impressionnante que celle qui arrive derrière. Mais c'est marrant parce que là on voit le doublé de John Utaka, ultra décisif, ultra historique. Mais je crois qu'on avait déjà eu ce débat quand on avait fait le sujet sur Montpellier. Et c'est vrai que John Utaka, c'est clairement pas le premier joueur que tu cites quand tu parles du titre du Montpellier, quoi. Alors que c'est littéralement lui qui donne le titre. C'est fou. Oui. Alors c'est pas le plus. En fait, j'ai l'impression qu'on l'associe tellement à Lens, voire même un peu à Rennes, que son passage à Montpellier, alors qu'il est titulaire, il est titulaire. Ouais. Je pense que comme tu vois, il y a Belanda qui est numéro 10 qui est étincelant, il y a forcément Giroud qui fait fort. Même tu vois, je pense qu'Aïd Fana qui met son fameux but, je crois que c'est contre Saint-Etienne ou Lille, tu vas plus remarquer ça, mais Utaka, faut pas l'oublier quand on évoque ce Montpellier. C'est bien de le rappeler dans cette chronique, Max. Numéro 5, les amis. Allez. Le fameux Evian-Sochaux de la saison 2013-2014. Le Sochaux d'Hervé Renard, qui s'était offert au prix d'une grande remontée, d'une grande début d'année 2014,
une finale face à Pascal Duprat. Alors, on se souvient, les deux hommes ne s'aimaient pas du tout et se cherchaient quand même pas mal en conférence de presse d'avant-match. Et malgré tout, finale, il n'y aura pas vraiment parce que à Bonal, Daniel Vaz notamment et Angoula vont rapidement mettre à mal les espoirs de maintien de Sochaux. Score final 3-0 pour Evian, mais ça reste quand même une finale dans une J38 et c'est rare qu'on voit deux équipes qui jouent l'une contre l'autre sur ce type d'enjeu. Il n'y aura pas match, même Hervé Renard le reconnaîtra, même le Stade Bonal le reconnaîtra. Mais que ce fut dur pour Sochaux, après une telle remontée, de perdre sur une dernière journée. Ouais, mais c'était bien ça, le côté combat entre Dupraz et Renard toute la saison. Les deux, dans leur style, ont un charisme particulier, ont une aura particulière, chacun dans un style différent. Et je trouvais que ça avait ajouté, c'est bien, tu vois, ça avait ajouté de la sauce à ce match et tout le monde avait suivi cette lutte pour le maintien. Moi, je t'avoue que après, parfois on doit choisir, parfois on choisit pas. Moi, j'avais choisi le camp Renard. J'étais déçu pour Sochaux, mais franchement, c'était top. Ça rendait, ces petites rivalités, ça ajoute du piment et ça ajoute de la beauté à notre championnat. Et ça, je trouve que c'est un vrai souvenir. Ah, je suis d'accord. En plus, de mémoire, Sochaux partait de beaucoup plus loin par rapport à Evian. Et Hervé Renard s'était notamment appuyé sur quelques joueurs qu'il avait connus en Zambie et qu'il a remporté la CAN, dont Stopila Sunzu, Mayuka. Il a fait aussi venir Jordan Ayou. Et franchement, il avait réussi quelque chose en une demi-saison, vraiment à les remettre dans le bain. Et c'est vrai que il y a ce sentiment d'inachève parce que depuis, Sochaux n'est plus revenu en Ligue 1. Il y a cette défaite qui est critique. 3-0 à la maison, c'est sans appel. Mais moi, je vais aussi souvenir, on le retrouve aujourd'hui aussi dans le personnage de Pascal Duprat, comme il peut le faire avec Gastien de Clermont. C'est vraiment, il a besoin d'avoir des adversaires en face de lui, d'exister comme ça. Donc, là, pour le coup, cette saison, ça va peut-être se retourner contre lui. Mais je me souviens que l'affrontement match dans le match Duprat-Renard, c'était quelque chose. Toute la France avait été un peu sommée de choisir son camp. Il n'y avait pas grand suspense dans les autres matchs de ce multiplex-là. Et je me souviens même, il y avait un sondage qui disait 80% des suiveurs de foot veulent voir Sochaux se maintenir contre Evian. Parce qu'il y avait quand même ce côté, tu l'as dit, Pascal Duprat qui était un peu le méchant et Hervé Renard qui était un peu le gentil. Et la France avait un peu pris position pour Hervé Renard. Ouais. Tu vas où? Reste là. Il nous avait quand même offert des images cultes. C'est cette saison-là? C'est quand il était en Ligue 1. Ouais. C'était à quel joueur qu'il avait dit ça déjà? Alors pour moi, le tu vas où, c'est quand il est à Lille. Oui. De mémoire. T'es sûr, c'est pas à Sochaux? Moi, je crois que c'est quand en tout cas, c'est en Ligue 1 sûr. J'ai assez utilisé ce même internet pour reconnaître Lille. Le roi de Twitter a parlé. C'est vrai. On s'incline. C'est à Lille aussi, on nous confirme sur le chat, Silver Solar notamment. Numéro 4, saison 2006-2007. L'une des plus belles pages de l'émission. Aïe. Dans ce cas-là, je vais en profiter pour regarder un petit peu les messages sur le chat, justement. Je ne sais pas si le Lyon-Lens 2002 a été évoqué pour le moment, mais c'est rare un titre qui se joue la sorte sur une dernière journée avec les deux prétendants qui s'affrontent. On a fait déjà un sujet sur cette saison. Certainement que Max va... Ça m'étonnerait que Max ne l'ait pas mis dans son top. On va voir dès qu'il réapparaîtra. Moi, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est vrai que c'est quand même assez mythique. Ouais, quand même. Ça, c'était quand même logique. Je pense qu'il s'est fait strike à cause du maillot. Alors précision, du coup, le reste là, ce serait à Ryan Mendes. Oh là là. J'avais oublié ce joueur. Il avait une énorme cote lui au tout début. Je crois qu'il avait Cap-Verdien, exact. Ouais. Il avait fait mal à l'équipe du Maroc à la CAN, je me rappelle très bien. C'était quoi? Je crois qu'il avait percé au Havre. Non, c'était pas ça. Ouais. Il était du Havre en Ligue 2. Il avait fait une grosse saison. Exactement, et après, il signe à Lille avec une grosse cote, mais au final, il avait jamais trop réussi. Max est de retour. Nottingham, excusez-moi. Max est revenu. Super. Excusez-moi. Je sais pas à quel moment ça a coupé. Je crois que c'est quand je disais saison 2006-2007. On n'a pas entendu ça, je crois, encore, donc tu peux relancer. Ça me dit rien, donc je pense que tu peux reprendre le sujet tranquillement. Eh bien, on reprend numéro 4, du coup, saison 2006-2000. Alors, est-ce qu'on parlerait pas un peu de Bordeaux PSG Mais en saison 2006-2007, l'une des plus belles pages de l'histoire récente du Toulouse Football Club, qui plus est contre l'ennemi bordelais. Adrien, je sais pas, j'imagine que tu t'en souviens un petit peu de celle-ci. Pour remettre un petit peu de contexte, après la 37e journée, Toulouse est 6e.
Lyon et Marseille déjà en Ligue des Champions. Il reste une place pour la Ligue des Champions à se partager entre Lens, Bordeaux, Rennes et donc Toulouse. Il faut, écoutez bien, c'est compliqué, que Toulouse gagne, que Rennes ne gagne pas et que Lens perde pour empocher la qualification. Autant dire que sur le principe, c'est pas facile, c'est pas gagné. Rennes fait nul contre Lille, un partout. L'Estac va surprendre et foudroyer Lens 3-0. Et donc, il reste ce fameux duel dans le match Bordeaux-Toulouse pour déterminer qui va finir 3e. Et là, Toulouse est obligé de l'emporter. On l'a vu, rapide ouverture du score de Wendel. Donc là, on se dit, ça commence à être complexe. Et Johan Elmander qui met sa cape de super-héros et qui pose un triplé. Ça va. Pour qualifier son club en Ligue des Champions, on a connu pire match. Et on le revoit, Eli Boep. Encore une fois. En feu. Toujours une casquette en feu. Donc là, c'était l'équipe avec Elmander, Mauro Seto, Emana, Achille Emana. Exactement. C'est le Toulouse qu'on aime. Ouais. C'est ça. Et alors, je sais pas, j'imagine à Bordeaux, ça a dû être une grosse déception parce qu'à la demi-heure de jeu, quand même, il y avait 6 points d'avance ou presque sur Toulouse avec cette ouverture au score de Wendel. Ouais, ça avait été marquant, mais tu vois, quoi qu'il arrive, entre guillemets, la saison, il y a eu la victoire en Coupe de la Ligue avec ce but de Henrique à dernière minute contre Lyon. Donc, tu vois, je pense peut-être dans les têtes, tu vois, c'était déjà réussi. Et cette finale, peut-être qu'elle a été moins bien préparée que le match contre Toulouse. Mais tu vois, quoi qu'il arrive, c'était la dernière de Ricardo qui avait posé les bases. Mine de rien, Laurent Blanc arrive juste après. Il avait quand même, tu vois, fait de très bonnes choses. Forcément, ça la foutait mal parce qu'il y avait une grosse opportunité pour aller en Ligue des Champions. Mais je pense qu'il n'y a pas non plus d'immenses progrès vraiment sur cette saison-là. Et c'est le Toulouse qui, derrière, va faire le fameux match contre Liverpool avec le but de Voronin, je me souviens, au Stadium. Ouais, il passe pas le tour préliminaire, c'est ça ? Ils se font sortir par Liverpool, ouais. C'est ça. En même temps, tu tombes contre Liverpool, quoi. Le Liverpool de Benitez avec Torres, Gérard et tout, bon courage les gars. Ouais. Podium ? Let's go. C'est peut-être à partir de là que vous allez plus être d'accord avec moi. Encore que. Le numéro moi 3, déjà, j'avoue que le Bordeaux PSG en dernier, bon. C'est purement personnel. Oui. Je le prends pour moi. Celui-là, vous avez le droit de pas être d'accord. Même si on doit mettre des complots sur le podium, ça commence à... Bon, bref. Multi, le plus chargé en émotion de tous les temps, saison 2007-2008. Alors, on va remettre en contexte. Lyon va à Auxerre, compte 2 points d'avance sur Bordeaux, qui va à Lens pour le titre. Nancy doit gagner à domicile face à Rennes pour être 3e. Eux qui n'ont pas perdu à Marcel Picot de toute la saison, on y reviendra tout à l'heure sur la chronique nancéenne. Marseille doit gagner contre Strasbourg, déjà relégué, et imaginer que Nancy ne fasse pas un bon résultat. On passe sur la Coupe de l'UEFA parce que là encore, il y avait 3 clubs qui se jouaient les places européennes. Et on va tout de suite en bas du tableau où Lens 18e, Toulouse 17e et Paris 16e jouent leur survie. Autant dire qu'il y avait du suspense sur absolument tous les matchs de ce multiplex, ce qui est assez fou. Et donc on commence par le haut du tableau, par justement ce but de Karim Benzema après 24 secondes de jeu. 24 secondes de jeu. Autant dire qu'on savait qui allait être champion cette année-là. C'était très très vite réglé. Donc Bordeaux finit 2e. Avec ce sponsor incroyable, Ticket Resto. Ouais. Celui-là aussi, il est dans la légende. Hein. J'avoue. Pardon, je t'ai coupé. Mais non, je l'avais pas vu. J'étais obligé. Mais c'est très bien parce que je l'avais oublié. Mais ça fait partie des maillots mythiques, par exemple. Si un jour on fait quelque chose sur les maillots mythiques, celui-là doré, il est quand même un peu dans la légende de notre championnat. Passons à la bagarre pour la 3e place entre Nancy et Marseille. Alors, on va pas trop en dire parce que justement, ça fera aussi l'objet de la chronique tout à l'heure. Mais Nancy va s'écrouler. À ce moment-là, au moment du but de Kevin Gamero, Nancy a 4 points d'avance sur l'OM. On joue la 30e minute. Et là, on se dit que pour Nancy, c'est tout bon. Et puis derrière, Samir Nasri.
Il est pas mal celui-là. Hein. Ah ouais. Strasbourg qui joue avec une doublette Gamero-Moulungi, non, c'est ça? Je ne sais pas qui est le deuxième. Je t'avoue, je ne sais pas qui est le deuxième. Gamero qui joue à Marseille ce soir d'ailleurs, attention. Qui joue à Marseille, effectivement. Donc là, on voit le but de Nasri. On voit le but de Cissé aussi. C'est celui-là qui va envoyer l'OM à la 3e place en Ligue des Champions. C'était avec Guéretz cet OM-là C'était avec Albert Raymond. Albert Raymond, d'accord. Non, Guéretz, c'est là. Pardon, d'accord. Guéretz, c'est là. Oui, Albert Raymond a dû faire un bout de cette saison-là, ou celle d'avant. D'accord. Et de l'autre côté, on y reviendra tout à l'heure, Nancy va subir sa première défaite de la saison à domicile. C'est horrible à la 38e journée d'avoir tenu 18 matchs sans concéder de défaite et de perdre la dernière qui va les faire passer 4e et faire passer l'OM à la 3e place du podium. En bas de tableau, qu'est-ce que tu caches sous ce sourire, Alex? Rien du tout. Tu as l'air très heureux de cette 4e place. Non, je n'ai aucun problème avec Nancy. On en parlera tout à l'heure, tu t'assiras, tu nous raconteras tes malheurs. On parlait de même tout à l'heure, vous voyez la tête avec Thierry Henry qui fait une tête un peu triste et derrière t'as la tête où il a un sourire de sadique, ça me fait un peu ça quand je vois Nancy souffrir. T'es dur. Et donc, sur la partie bas de tableau, avec ce qui est resté... on peut le dire, comme une petite légende urbaine du côté de nos amis parisiens, ce fameux soir de doublé d'Amara Diané, où au final Paris a jamais vraiment été en difficulté ou jamais véritablement en position de tomber, même si la légende veut que. Là, on le voit, c'est le deuxième but d'Amara Diané qui arrive dans la même minute justement du but de Bellion entre Bordeaux et Lens, qui va faire tomber Lens et qui va sauver le Paris Saint-Germain, mais un PSG qui n'a pas été en position de tomber. Alors la légende, c'est peut-être aussi, c'est construit un peu sur ce mythe-là, mais bon, Paris était pas si proche que ça de tomber cette année-là. Enfin, techniquement si, mais sur cette 38e journée, non. Ouais, mais tu stresses quand même. Moi, j'ai un fort souvenir de cette soirée-là parce que j'étais étudiant à La Rochelle, il faisait beau. Non, mais c'est vrai, c'était un samedi. Vie, c'est fou. Non, mais c'était un samedi, il faisait beau. On a regardé ça avec des amis dans un appart du centre. Il y avait vraiment une ambiance. Enfin, moi, j'avais vraiment peur, quoi. J'étais vraiment en stress. Maintenant, c'est vrai que quand tu te repenches dessus, tu sais que t'avais quand même peu de chances de descendre, mais moi j'ai vraiment fêté ça comme une victoire de fou, quoi. Je peux vous dire que le soir on a bien fait la fête et j'ai vraiment un souvenir fort, vraiment. Et c'est de ça qu'est venu cet attachement aussi à Maradona, car dans l'absolu il a pas fait non plus des choses folles sous le maillot du Paris Saint-Germain, mais pour moi ça reste un souvenir très fort et lui il reste un joueur qui a compté pour moi dans l'histoire du club, donc c'est quand même, c'est quand ton club, Adri pourra en parler, petite pique, quand ton club est en train de souffrir et pas loin d'un très gros échec, ça en tant que supporter, ça te touche particulièrement. Forcément. Confirmation de l'ami Stade Pico sur le chat. Strasbourg jouait bien avec Moulungi à côté de Kevin Gamero à l'époque et de James Fanchon. Oh là là, fantastique. James Fanchon, c'est tellement Ligue 1 Legends. Ouais. Ça, c'est le genre de mec qu'il faudrait qu'on ait dans l'émission, quoi. James Fanchon. Clairement. C'est après son passage au Mans, donc. Je pense. Il fait Le Mans Strasbourg ou Strasbourg-Le Mans? C'est pas son frère qui joue au Mans? Je crois que James Fanchon, il a fait Le Mans. Il a pas fait Lorient aussi, Fanchon, de mémoire. Parce qu'il avait un frère, d'ailleurs. Il avait un frère qui a joué le latéral. Le Mans, Strasbourg, Lorient, Le Havre. D'accord. Dans cet ordre. C'était comment il s'appelait le frère déjà? C'était pas Jean-Alain Fanchon, un truc comme ça? Si, c'était un prénom composé de mémoire. Samy, t'as pas fait un sujet sur les frères qui ont joué en Ligue 1 par hasard? Je pense que Fanchon n'a pas de frère. J'ai pas vu de... Fanchon n'a pas de frère. Je sais pas pourquoi vous voyez un frère à Fanchon. Je l'aurais vu, je pense. Quasiment sûr que oui. Mais je pense qu'il a pas joué en Ligue 1, peut-être. Jean-Alain Fanchon. Jean-Alain Fanchon, je suis pas fou. Merci. Encore le très bon Stade Pico sur le chat. On le remercie. Qui va me remplacer l'année prochaine. Stade Pico, il va monter visiblement. En fait, il y a des anciens sympas, en fait. Hein. Comme quoi, tu vois. Ouais. Comme quoi, on peut s'entendre. Numéro 2. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le sauvetage de Toulouse en 2016-2017. Remise en contexte, Reims, le Gazélec d'Ajaccio et Toulouse ont respectivement 36 et 37 points.
Le Gazélec va perdre contre Lorient. C'est ton cousin, il précise. Excusez-moi. Son cousin ? Voilà, ouais, c'est son cousin. C'était pas son frère. Ah, bon, ça va. Comme tu t'en sors bien quand même, Samir. Avoue que là, t'es un peu soulagé, quoi. T'as fait, non, c'est mais bon, c'est le cousin. Stade Pico, il est pas mal. Hein. Stade Pico à la place de Maxime, je prends, il est pas mal du tout. On peut me laisser finir ma chronique, Samy Wachtabi ? Merci beaucoup. Donc je disais, le Gazélec va perdre contre Lorient 1-0 et on se concentre donc sur le duel à distance entre Reims et Toulouse. Côté Reims, on le voit, hein, Reims va mettre une petite pile à l'Olympique Lyonnais, 4-1, et donc être obligé d'attendre ce qui va se passer du côté d'Angers, où Angers reçoit Toulouse. Et ça se passe plutôt bien pendant très longtemps. Les Angevins mènent à la marque à une vingtaine de minutes de la fin. On voit là, c'est le premier but de Wissam Ben Yedder. Mais derrière, voilà, notamment avec ce but de Benrahma, Angers va reprendre les devants. Et puis, 15 minutes qui sont rentrées dans la légende de la Ligue 1 avec d'abord une égalisation, je ne sais pas si c'est ce but-là de Martin Braithwaite, je pense que c'est celui-ci, oui. Égalisation de Braithwaite, il reste une grosse dizaine de minutes à jouer et puis là on connaît l'histoire, Yann Bodiger, l'inspiration de Pascal Duprat qui le voit marquer, qui voit la lumière et le coup franc magnifique qui va du coup plomber le stade de Reims qui pourtant a quand même démoli l'OL et a fait vibrer son public. Il y avait des holas. J'ai rarement vu, et même Jean-Pierre Caillot me le disait quand on avait pu en discuter, il avait jamais vu une équipe descendre dans une telle ferveur dans un stade. Mais ça ne suffira pas. Et donc Reims partira quelques saisons en Ligue 2. Mais ça, c'est resté vraiment, je pense, dans la légende, parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu autour. Il y a eu le intérieur sport, il y a eu cette fameuse cette petite causerie d'avant-match. C'est un peu tout le contexte qui a rendu aussi ce sauvetage mythique. Ouais, c'est vrai que ça a été très 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 romancé, très médiatisé pour une mission maintien. Donc forcément, c'est quand même bien resté dans les mémoires. Et on passe au numéro 1. Vas-y. Le duel Lyon-Lens de la saison 2022. On nous le demandait sur le chat quand t'étais HS. On se doutait bien que tu nous l'avais mis celui-là, c'était obligatoire. Il était obligé d'arriver. Alors le contexte est simple, l'équipe de Jacques Santini doit gagner au coup d'envoi car Lens est premier avec 1 point d'avance sur Lyon. Lyon qui va décrocher cette année-là son premier titre. Et puis ça va démarrer très vite avec Govou, avec Violo. Petit but quand même de Lens pour remettre un petit peu de suspense avant la mi-temps par Jacek Bak, ancien lyonnais. Ouais. On le voit là sur les images. Une belle frappe d'ailleurs. Jacek Bak, est-ce que l'ancêtre de Camille Glick? Presque. Pour moi, c'était un peu les mêmes, quoi. C'est peut-être son modèle, effectivement. Et en deuxième période, un troisième but lyonnais de Pierre Lègle. Alors un peu chanceux, on va le voir, ce but de Pierre Lègle, la chance du champion peut-être. Et l'OL va remporter à la fin de ce match-là son premier titre de champion de son histoire. Alors pourquoi numéro 1 ? Parce qu'un titre qui se joue en 1 contre 1 comme ça sur une journée 38, le contexte fait que c'est très très difficile de ne pas mettre ça comme le plus grand moment de tous les multis de la 38e journée. Ouais. Mais on a le droit de pas être d'accord. Surtout quand on sait sur quoi ça débouche ensuite, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le début de l'ère lyonnaise. Ouais. Mais oui. Il y a toute une symbolique derrière ce match-là, forcément. Ouais, c'était fou. Et puis même moi, j'accorde beaucoup de respect à ça. Où quand t'es champion, t'es chez toi, c'est ton dernier match, c'est à toi de le jouer, c'est toi qui vas chercher le titre. Je trouve que ça donne encore plus de valeur à ce que tu gagnes en fin de saison. Quand même, c'est quand même énorme. Là, il y a pas de blague, quoi. Tu joues ton adversaire final et tu mérites vraiment ton titre de champion, quoi. Il y a pas de. Enfin, moi, j'avais trouvé ça exceptionnel. Même toute l'ambiance autour, que tu sois fan ou pas des deux clubs, forcément, t'étais happé par l'enjeu de ce match et tu sens la ferveur, tu sens que le stade il est prêt pour ça. Et enfin, c'est vraiment des souvenirs à chaque fois quand même assez extraordinaires. En tout cas, celui-là, moi, il m'avait quand même beaucoup marqué. Puis regardez, avec le maillot de Lens, il était fou à l'époque aussi. Enfin, il y avait des gros joueurs sur la pelouse. Enfin, c'est dingue.
Ouais. Ça, c'est vraiment pour le coup mes premiers souvenirs de multiplex avec la fameuse saison de Bordeaux-Marseille, mais c'est vraiment les premières choses qui m'ont vraiment marqué de ce championnat-là. Il y a longtemps, un peu trop longtemps. On est obligé. Mais on était un petit peu obligé de le passer celui-là. En fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, même si t'étais pas supporter d'un de ces deux clubs, enfin, ce finish était tellement haletant que t'étais obligé, en fait, d'être accroché par l'événement et de vraiment vouloir jusqu'où ça va aller. T'as l'impression que c'est un scénario un peu à la Scorsese, quoi. Tu dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Et forcément. Par contre, gros débat, là, grosse polémique sur le chat. Soso Chat, là, qui est en train de militer très fort contre toi. Qui t'accuse d'être anti-bordelais pour ne pas avoir parlé de la saison 2009 notamment. Adri peut-être. Bah ouais, parce que c'est quand même un titre qui se joue à Caen, Bordeaux qui gagne et qui envoie en plus Malherbe en Ligue 2, avec en plus le scénario, le match dans le match, c'est Johan Gouffran, ancien Canet, qui offre le titre à Bordeaux mais qui condamne son club formateur à la descente. Donc un petit scénario haletant. C'est vrai que Bax, là, sur ce top 10... Pour le coup, mea culpa, je l'ai pas du tout vu passer dans toutes mes recherches, vraiment. Et mea culpa parce que je pense qu'il aurait mérité sa place par rapport à d'autres. Moi, je pense que Nice aussi, qui se maintient la dernière journée et qui envoie Monaco en Ligue 2. Je suis désolé. Un mea culpa, pas deux. J'accorde le Bordelais, je ne prends pas le Niçois. Évidemment. Oui, de toute façon, t'es viré, de toute façon, donc t'es plus à ça près. Bon, merci en tout cas pour ce top. Sujet suivant, en tout cas ça fait plaisir, on est déjà plus de 200 au début d'émission, ça fait super plaisir. S'il y a des nouveaux, pensez à follow la chaîne pour ne pas manquer les prochaines émissions. Bon, certes Ligue 1 Legends va falloir patienter encore 2 bons mois, mais il y a d'autres programmes. Il y a la dernière de Pass Day également le mercredi soir, si je dis pas de bêtises, avec Rivenzi et Zach. Il y a toujours la Ligue 1 à suivre bien sûr, donc voilà, restez sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats bien sûr, pour toujours plus de beaux programmes. Le talent est-il héréditaire ? Est-ce que c'est une histoire de famille ? Samy a mené l'enquête. Ça, c'est l'enquête de Samy, je t'ai dit. Ah ouais. Parce que bon, c'est quand même pas mal déjà d'avoir un enfant qui passe professionnel qui joue en Ligue 1, mais dans certaines familles, on peut se targuer d'en avoir 2, voire 3. Voire 4. Car encore plus rare. Du coup, Samy nous a recensé tout ça et va nous raconter un peu tout ça. Exactement, on avait pensé à ça, les frères qui se sont affrontés en Ligue 1 ou qui ont joué ensemble, ou alors voilà, qui sont simplement passés pro, des joueurs de la même fratrie. Voilà un sujet qu'on n'avait pas encore évoqué ici à Ligue 1 Legends. Je dois vous avouer qu'en faisant cette chronique, moi je suis tombé sur certaines fratries dont je ne soupçonnais pas l'existence. On en parlera. Alors oui, bien sûr que par exemple, tu parlais des grandes fratries, il y a les Mandanda, Steve, Parfait, Riffy, Over. C'est quand même difficile de passer à côté. 4 pros, 4 gardiens en plus. Je pense que la maman doit être quand même bien fière. On peut citer aussi dans l'actualité actuellement les frères Kaloulou qui sont en plein dans l'actualité justement en ce moment, avec Pierre qui va peut-être finir champion avec l'AC Milan, avec Gédéon qui monte en Ligue 1 avec Ajaccio, et Aldo malheureusement qui a échoué hier dans sa tentative de monter en Ligue 1 avec Sochaux. Donc là aussi 3 frères qui sont passés pro. Encore un parfait exemple de frères quand même qui ont réussi dans le monde professionnel. Moi aussi j'ai eu quelques surprises. Alors peut-être que vous le saviez, moi j'étais pas au fait qu'Étienne Didot avait eu un frère, il a un frère. Sylvain. Je savais pas, Sylvain Didot, il a que 23 matchs en Ligue 1, il est passé assez rapidement, mais moi ça m'avait pas, j'avais pas percuté. Et c'est marrant parce que même en parlant à des amis, certains, vous verrez même dans ma sélection, certains ne savaient pas qu'ils étaient frères. Enfin, vous verrez, on en parlera. Donc en fait, c'est que ça concerne vraiment pas mal de personnes. Et aussi, j'ai appris, alors ça, je ne sais pas si vous le saviez, que Adama Traoré, l'ancien joueur de Lille et de Monaco, le numéro 10 qui avait été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 en 2015, c'est le petit frère d'Amari Traoré. Sérieux ? Ah ouais, oui. Je suis pas seul. Et alors que les deux, ils se côtoient en équipe du Mali. Ils étaient d'ailleurs à la dernière CAN. Et c'est son petit frère. Je savais. Moi aussi, je savais pas du tout. Et là, parce que souvent, vous verrez sur les frères que j'ai choisis, il y a souvent une ressemblance physique. Là, pour le coup, c'est 2 profils différents, 2 morphotypes différents. Et j'avais jamais tilté. En plus des Traoré, il y en a beaucoup dans le football professionnel. Donc il n'y avait pas forcément de lien de famille. C'est son petit frère. Donc vous voyez que merci à Ligue 1 Legends de continuer à m'apprendre des petites histoires sur le football. Franchement, je prends avec plaisir.
Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi 5 duos fraternels, je sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis aujourd'hui, qui ont évolué en Ligue 1 au XXIe siècle. La liste est non exhaustive, encore une fois. Je sais qu'il y aura des réclamations dans le chat. On n'oublie pas les frères Fati, on n'oublie pas les frères Robert, les 3 frères Robert. D'ailleurs, je pensais qu'il y en avait que 2, mais il y en a 3. Les 3 frères Robert. Il y a 3 frères Robert. 3 frères Robert. Ouais, il y a Laurent, Bertrand, et il y a Franck Robert, je crois. Franck, alors lui, par contre, je connais pas du tout. Il y a un 3e frère Robert qui a joué pro. En fait, vous voulez me faire rater ma chronique. je sais plus, mais en tout cas, il y a un 3e frère Robert. J'avais vu Fabien Robert, non? Fabien Robert. Franck, j'avais le F. Après, le mec, il a vu F Robert, il a dit ouais, F Robert, c'est Franck. Francky Robert. De toute façon, je vais pas les faire, donc on va dire que c'est Franck. Mais oui, il y a un 3e frère Robert, et vous voyez, on apprend quand même pas mal de choses. Il y a aussi les frères Amalfitano que j'aurais pu faire, les frères Malmat. Il y en a plein. Les frères Fainduno, voilà, il y avait, mais il fallait faire des choix. La vie est faite de choix, Ligue 1 Legends est faite de choix, donc j'ai fait des choix, et on va faire un petit jeu d'ailleurs après chaque présentation des 2 frères. Vous me donnerez un ressenti sur les carrières des 2 frères, et vous choisissez qui pour vous a eu la meilleure carrière. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. On va commencer alors par 2 frères venant du Nord de la France. Je pense que vous les connaissez, je pense que vous les avez. Voilà, les frères Chéroux. Trop facile, trop facile. Ouais, c'est les plus connus. On commence par les plus connus. Bruno l'aîné, Benoît le cadet. 3 ans séparent les 2 milieux de terrain qui ont tous les 2. Je vous ai fait à chaque fois des petites boucles avec des buts de chacun. Voilà, comme ça vous essayerez de les reconnaître. Donc voilà, ils ont commencé leur carrière professionnelle au LOSC. Le LOSC qui restera d'ailleurs leur seule expérience commune dans un club. Ça, je ne savais pas. Je pensais qu'ils avaient rejoint ensemble après. Et ben non, puisque suite au départ de Bruno pour la Première Ligue pour l'Angleterre, ils n'évolueront plus jamais ensemble. Liverpool, pour l'Angleterre, c'est juste que j'allais le dire plus tard, je disais Angleterre pour commencer. Et une cohabitation qui se déroulera d'ailleurs sans accroc pendant 3 saisons au sein du club nordiste. Ça aussi, je savais pas qu'ils avaient ils avaient quand même bien évolué ensemble, ils avaient même disputé la Ligue des Champions ensemble. Je pensais que Benoît ne jouait pas encore en pro, ici, il était déjà dans le groupe, et c'est une cohabitation qui avait fait plaisir d'ailleurs à son grand frère, comme il le disait. C'était génial de pouvoir jouer avec mon petit frère. En plus, nous n'avons jamais été en concurrence, car certes, ils étaient tous les 2 milieux, mais bon, un jouait un peu plus haut que l'autre. Il dit voilà, moi je jouais devant tandis que lui était surtout derrière au milieu. Donc c'est vrai que ça doit être quand même plutôt sympa de jouer avec son frère en pro, de kiffer ensemble sur un terrain. Après cela, ouais, de fou. Après cela, les 2 joueurs, ils vont avoir une trajectoire différente et même opposée, parce que brillant en Ligue 1 en début de carrière, Bruno Chéroux, il avait fait un début de carrière en boulet de canon. Moi, c'était vraiment ma génération. Il était performant en championnat, il était décisif en Ligue des Champions. Il atteint aussi l'équipe de France assez rapidement dans sa carrière. Bruno Chéroux, moi, je me souviens d'un joueur qui était rempli de talent. Je sais pas si vous l'avez bien vu jouer, mais voilà, moi, j'en étais fan. Franchement, j'étais fan de Bruno Chéroux. Ça peut arriver. Je le voyais vraiment. Profil atypique. Voilà, profil atypique. Il avait un peu. Moi, il me faisait penser un peu à toute proportion gardée à Zidane à ses débuts dans son style. Je sais pas. Je trouvais qu'il y avait un truc. Moi, je me rappelle même à FIFA, je faisais que de le prendre en carrière et je gonflais ses notes. Je le mettais à 99 partout. Genre, j'étais vraiment fan, quoi. J'étais vraiment un footix fan. Mais chaque saison, j'avais des joueurs qui me plaisaient, tu vois. Et vraiment, moi, Bruno Chéroux, quand il a pété avec Lille, franchement, moi, il m'a eu, quoi. Et c'est vrai que je le voyais vraiment faire. On le voit quand même. Il y avait quelque chose dans la gestuelle, dans sa façon de faire. Adrien nous en parlera parce qu'il a évolué aussi à Bordeaux en fin de carrière. C'était pas son prime, malheureusement. Mais il y a eu quand même, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Et finalement, il a pas eu la carrière qu'on pouvait lui souhaiter. Il reviendra d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, à Marseille en Ligue 1, des passages peu mémorables. Marseille, Bordeaux, Nantes, Rennes, laissant le souvenir d'un joueur n'ayant jamais vraiment franchi un cap, à l'inverse de son frère, qui lui commence beaucoup plus doucement. C'est un milieu sobre, il est plus besogneux, il est plus travailleur, et pourtant c'est lui qui, à mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, réussit au final la carrière la plus aboutie, monté en puissance sous le maillot lillois, étape en Bourgogne avec l'AG Auxerre, puis 7 années de bons et loyaux services, Max pourra nous en parler, avec l'Olympique de Marseille, club avec lequel sa patte gauche fera des dégâts. Il remportera aussi son unique titre de championnat de France. Au final, Bruno Chéroux aura disputé 192 matchs de Ligue 1 pour 26 buts, tandis que son frère, il aura amassé la bagatelle de 405 matchs de Ligue 1 pour 29 buts au sein de l'élite française. Mon cœur penche pour Bruno, mais la raison me dit Benoît. Qu'en pensez-vous ? On est obligé d'être d'accord avec toi, hein. Très 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 clairement. Benoît fait la carrière la plus accomplie des 2. Hein.
c'est la revanche du travailleur sur le mec, sur l'artiste. Voilà, je trouvais pas le mot, merci. Sur le mec naturellement doué. C'est ça, c'est ça. Bah, moi, je voyais vraiment Bruno plus haut que Benoît, hein, même au tout début de carrière, parce que, mais voilà, mais c'est quand même intéressant, donc voilà. Donc, bah, je pense Bruno Chéroux, un peu à l'instar de Le Talec, de Sinama Pongol, parti trop tôt de cette Ligue 1. Ouais. Peut-être que s'il avait pris plus le temps, peut-être qu'il aurait pu avoir la carrière à laquelle son talent le prédestinait. Peut-être faire comme Benoît, justement. Peut-être faire comme Benoît, un club intermédiaire, tu vois. Benoît, il a fait Auxerre, qui était. C'est plus linéaire. Ouais, voilà. Et après, il arrive à Marseille, mais bon. Après, peut-être, je crois qu'on lui avait un petit peu demandé quand on l'avait reçu. Il manque une cape internationale à Benoît Chéroux, je pense, pour véritablement le faire passer dans un autre step. Là, il restera connu, mais pour nous, amateurs de football français. Alors que je pense qu'il aurait pu faire les beaux jours de plein de clubs étrangers au milieu du terrain. Après, pour le coup, il est rentré dans la légende et dans le cœur des supporters de l'OM. C'est assez difficile de même quand après un départ de conserver une cote de popularité et une image telle que lui l'a. Donc ça, par contre, c'est un vrai accomplissement. Et rien que ça, malheureusement, Bruno Chéroux peut pas faire. C'est vrai. Mais alors, je dis Marseille, mais ça me concerne pas personnellement. Ça pourrait être Paris ou ça pourrait être Lyon. Quand tu marques un club à ce point-là, que tu apportes un titre et que tu restes dans la légende avec toujours une image de quelqu'un qui n'a jamais posé de problème, est parti proprement, la fin était un petit peu difficile, mais ça ne gâche pas tout. Bah, c'est rare et c'est respectable. Ouais. Non, c'est clair et franchement, dans ces années-là, il a passé tellement, on sait, de périodes avec des hauts et des bas du côté de Marseille. Il est parti la tête haute. Pour le coup, par rapport à Bruno Chéroux, moi, c'était un peu dans le style de joueur, c'était peut-être un peu Mathieu Bodmer avant l'heure, tu vois, ce numéro 10 qu'il fallait canaliser et tout. Et ce qui est marrant, c'est que son passage à Bordeaux, bah, les gens s'en souviennent pas forcément, mais c'est un peu comme Dorasso. Il a fait qu'une saison chez nous, mais sa saison à Bordeaux d'ailleurs. Sa saison était propre. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Et c'est peut-être un peu dommage, tu vois, de ne pas avoir continué, de ne pas s'être installé un peu plus stabilisé, parce que je pense que dans ce Bordeaux-là, que Ricardo reconstruisait avec les Brésiliens, tout ça, il aurait eu sa place, tu vois, par exemple, de continuer. Voilà, ça aurait été mieux, parce que tu vois, par exemple, j'avais totalement zappé qu'il avait joué à Nantes. Enfin, Après, Nantes c'est en fin de carrière et il laisse pas de gros souvenirs. Marseille, c'est juste après Liverpool pour essayer de se relancer. C'est plutôt un échec. Il tombe pas dans le meilleur Marseille de l'époque. Mais tu l'as dit, à Bordeaux, à Rennes, il fait des saisons plutôt correct, mais je pense que l'attente était tellement grande pour le joueur que forcément, au final, tu es un peu déçu. Mais c'est vrai que je te rejoins par rapport à ça. Il fait des saisons, que ce soit à Rennes ou à Bordeaux, plutôt satisfaisantes pour un joueur de Ligue 1, mais pas ce en quoi on était supposé. Enfin, voilà, ce en quoi on était obligé. Enfin, ce en quoi on attendait, quoi, en fait, tout simplement. On va partir maintenant pour le deuxième duo, les copains. On va partir en Bretagne. Alors, on quitte le Nord, on va en Bretagne. Est-ce que vous les avez ? Vous les avez en Bretagne? Ils sont nés à Vannes, 2 frères. Vous avez pas? On va partir pour voir les frères Marvaux. Joris, le grand frère. Eh oui, Joris, le grand frère. 4 ans de plus que Sylvain, le petit de la fratrie. Les deux finiront aussi footballeurs professionnels. Les deux disputeront même à peu près, à peu de choses près, le même nombre de matchs en Ligue 1. 159 matchs pour Sylvain et 175 matchs pour Joris. Les deux se ressemblent physiquement, mais c'est ici la seule ressemblance en commun. Sur le terrain, tout diffère. Sylvain est un milieu offensif gauche de talent, tandis que Joris est un milieu défensif de devoir. Au niveau de leur carrière respectable, les différences sont aussi visibles, parce que l'un a très bien commencé et l'autre a mieux fini. Moi, j'ai l'impression que les frères, en fait, ils se mettent d'accord. Il y en a aucun qui a, enfin, tu vois, vous verrez, on a fait une carrière ensemble, mais par contre, on dirait qu'ils se mettent d'accord pour, voilà, moi je commence bien, comme ça on fait kiffer tout le monde est content. Et là, c'est un petit peu ça, parce que l'un a très bien commencé, comme je vous l'ai dit, l'autre a mieux fini. Pour Sylvain Marvaux, tout commence sur les chapeaux de rouge, je sais pas si vous en rappelez, il est formé au Stade Rennais, il joue pendant 4 ans en Bretagne, enchaînant quand même les gros matchs et les performances de haut niveau. International espoir confirmé, Sylvain Marvaux, à l'époque, hein, dans mon souvenir, voilà. Moi, je confirme, il a très très bien démarré, et il y a eu, je pense, une blessure ou un truc comme ça. C'est exactement ça. C'est très très frustrant, parce que vraiment de base, et après bon, comme pas mal de Français à cette époque, il y a eu l'étape Newcastle qui l'a freiné, et il a dû repartir du côté de Lorient. Mais franchement, à ses débuts, je pense que ça fait partie des gros espoirs avec il peut y avoir des regrets.
Exactement, gros prospect, c'est un véritable espoir du foot français à l'époque. Un transfert en PL, encore un à Newcastle et des blessures récurrentes ont constitué un coup d'arrêt dans sa carrière. Après 4 ans au Royaume-Uni et un prêt à Lorient, il reviendra définitivement du côté du moustoir, comme on peut le voir, où il continuera par à-coup, malheureusement, à montrer ses qualités pour ce qui constituera certainement un gâchis. Je ne sais pas si le mot est trop gros, mais on en reparlera pour le foot français. Pour son grand frère, c'est l'inverse. Après des débuts timides à Lorient, je ne savais même pas qu'il avait commencé à Lorient, puis à Clermont. Joris rejoint Montpellier en 2008, le club familial par excellence qui lui apportera la stabilité nécessaire en fait pour performer à haut niveau. Il est repéré à l'époque par Roland Courbis. Ça aussi, je ne savais pas. Et Joris, en fait, il ne deviendra jamais une pièce maîtresse du club héroltais, mais aura en fait chaque saison un rôle à jouer. Il aura aussi un temps de jeu conséquent chaque saison, avec en point d'orgue le titre de champion de France en 2012, auquel il participe. C'est un joueur de l'ombre, pas forcément destiné au sommet, mais qui au final décrochera, lui, le Graal en Ligue 1, contrairement à son frère plus prometteur. Alors voilà, c'est un petit peu le même schéma que c'est le même truc, que le mec de l'ombre, c'est toujours c'est le titre, c'est ça. Bon, la différence, c'est que chez Benoît Chéreau, lui, a fini par connaître la lumière, Joris Marveau est resté quand même malgré tout un peu dans l'ombre, même si c'est juste en termes de palmarès. Mais oui, je vois ce que tu veux en termes de dynamique. En tout cas, je vois, il y avait Jérém BZH qui l'avait, qui avait répondu, contrairement à nous, qui avait capté de suite que tu parlais des frères Marveau, et qui nous dit les souvenirs me reviennent, je prends un coup de vieux, Sylvain à Rennes, c'était fou. Oui, c'est l'effet League 1 Legends, mon ami. C'est normal. Bienvenue dans notre émission, bienvenue chez les Boomers. Prends ta dose de nostalgie. Hein. Mais là, pour le coup, moi, je choisirais quand même Sylvain à Joris. En termes de carrière, vas-y, dis-nous. Parce que, alors, il a, comment dire ça sans, enfin, faut bien choisir les mots, mais je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Alex. Sylvain a vécu sur l'ensemble de sa carrière, je pense, plus d'événements marquants que Joris, malgré le titre. Et le titre, dans son statut de non titulaire, ne vaut pas tout ce que Sylvain a pu vivre en termes d'explosion très rapide, en termes d'exposition, en termes de départ à l'étranger. Il a quand même, alors même si son passage à Newcastle est pas resté non plus dans les annales du club, était un joueur qui jouait régulièrement quand il n'était pas blessé. Oui, il joue un peu plus de 100 matchs avec Newcastle en 4 saisons. C'est ça, dans un bon Newcastle en plus. Donc en termes d'émotion, en termes de choses vécues, je pense que le vécu de Sylvain est un petit peu plus complet que celui de Joris, malgré le titre, qui pour le coup fait équilibre un peu la balance. Ça se tient. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que ça se tient. On va aller dans le sud de la France. Alors là, Maxime, t'es obligé de parler tout de suite. Je remets le micro. Tu es obligé de parler tout de suite. Voilà, si on doit parler de frères en Ligue 1, impossible de ne pas mentionner les frères Ayou, exactement. Ils ont aussi la particularité d'être des fils d'eux, et pas ceux auxquels vous pensez. Doucement. Des fils d'eux. Peut-être d'ailleurs une prochaine chronique dans Ligue 1 Legends, les fils d'eux. Je suis sûr que ça aurait beaucoup de succès. Je suis prêt à la faire. En l'occurrence, les fils d'Abedi Pelé, grande star, grande légende du football africain et surtout du football ghanéen. Les Ayou nous ont marqués en Ligue 1 car ils ont évolué, eux, par contre, pendant 4 saisons sous les mêmes couleurs à l'OM. Une association qui a parfois donné des choses intéressantes sur certaines séquences, mais qui globalement a été quand même trop peu vue. On aurait pu croire que les deux frères allaient percer ensemble et performer ensemble. Trop peu vu du côté de Vélodrome. La faute à un Jordan Ayou beaucoup moins régulier au final que son grand frère. Là, ce sera beaucoup plus facile de les comparer, puisque là, on les a vus évoluer ensemble dans la même équipe. Donc là, il n'y a pas vraiment d'excuses. Ils avaient les mêmes conditions, le contexte était le même. Et il était beaucoup moins régulier que son grand frère, figure de l'OM pendant presque 10 ans. En Ligue 1, André Ayou a disputé 181 matchs pour 47 buts. Jordan en a disputé 158 pour 30 buts marqués, donc ils ont des stats à peu près, c'est pas des stats tant éloignés que ça, même si l'un jouait ailier, milieu gauche, et l'autre jouait avant-centre. Donc voilà, et puis surtout, on peut se dire aujourd'hui que c'est Jordan qui est titulaire actuellement en Première Ligue, et André qui joue au Qatar, tout en prenant en considération que 2 années séparent les deux frères. Mais en championnat de France, en tout cas, moi je pense que le débat il semble clos. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'André, je fais un petit
un petit texte sur eux parce qu'on a déjà évoqué ces joueurs-là à l'Olympique de Marseille et surtout aussi André Ayew. J'avais déjà fait une chronique sur lui en tant que joueur africain marquant de la Ligue 1. Donc j'ai fait un truc plus petit et puis surtout je pense que le débat, enfin il y a moins de débat. Je sais pas pour vous, mais en tout cas dans mon esprit, je trouve que André il est quand même largement au-dessus de Jordan. Forcément, parce qu'en termes d'accomplissement, en termes d'image, ce qu'il a pu laisser à l'Olympique de Marseille, André Ayew, ça restera quelqu'un qui aura marqué le début des années 2000 à l'OM. Et puis sa longévité, le fait que ce soit quelqu'un qui se batte, qui mette des buts très importants, qui soit de certains moments forts du début des années 2010 de l'OM, fait qu'on ne peut pas comparer ça à Jordan, que j'ai vu faire des choses fascinantes par moments, vraiment rester scotché sur mon canapé, mais beaucoup trop peu souvent par rapport à son temps de jeu, par rapport à plein de choses. Et puis il y a quelque chose que je ne peux pas oublier, c'est cette célébration de Jordan Ayew après un but contre l'OM. Ça, je ne peux pas. Alors après il y a ça, mais il y a le départ d'André Ayew qui compense un peu en termes de choses à reprocher, mais bref, non, on va rester sur le côté positif et forcément là pour le coup la balance est extrêmement déséquilibrée du côté d'André par rapport à Jordan, qui en plus Jordan a dû faire plusieurs prêts, qui est passé d'un club à l'autre en Ligue 1 pour essayer de jouer, d'avoir du temps de jeu. Il n'y a pas eu cette stabilité qu'a eu André au très haut niveau en Ligue 1, très haut niveau de Ligue 1. Après c'est vrai que sur la fin de leur carrière, c'est quand même finalement Jordan qui a, je pense, le plus de matchs en première ligue. C'est ça, ouais. Et puis par surtout, rapport à son frère, et surtout, enfin, ils sont dans l'absolu, ils sont encore jeunes. 32 et 30 ans. 32 ans, tu es déjà au Qatar. André Ayew, ça fait déjà 1 an qu'il est parti. Donc c'est pour ça que je pense que sur la fin de carrière, c'est ce qui rachète un peu. La deuxième partie de carrière rend plus honneur à Jordan qu'à André. Exactement. Parce qu'André a mangé de la Championship pendant longtemps, parce qu'il est parti avec perte et fracas de l'OM dans un moment où ça marchait moins, mais voilà. Qui a eu ce passage désormais très loin des championnats du top 5 européen, alors que Jordan, qui même s'il joue pas toujours en première ligue, même s'il y a quand même des gros passages sur le banc et que je l'ai jamais vu non plus étincelant en première ligue, est toujours là pour le moment il a marqué d'ailleurs contre Everton, il marque, il me semble. Ouais. Il fait. J'ai presque l'impression que là, depuis quelques mois, c'est un Jordan Ayew qui joue plus, qui s'épanouit plus et qui est plus récurrent dans ses performances. Faudrait creuser le débat outre-Manche, mais je pense que là on assiste à un bon Jordan Ayew, mais on est à son plafond aussi. Ouais. D'accord. À 30 ans, ça serait fou quoique on en connaît un qui à 30 ans a su donner une dimension encore supérieure à sa carrière. Donc je retire ce que j'allais dire. on sait jamais. Fratrie suivante. Ouais, fratrie suivante. Alors, celle-là, elle n'est pas facile, mais tu l'as cité tout à l'heure, Alex. Oui, tu as cité le joueur, tu as cité en tout cas le grand frère. Pas facile d'exister dans l'ombre de son grand frère, dont le nom était sur toutes les lèvres en 2002, après un transfert retentissant chez le grand Liverpool. Le Talek. Le Talek, tu l'as cité tout à l'heure, et voilà. Et pourtant, Damien Le Talek, petit frère d'Anthony Le Talek, ça aussi, parfois des gens ne savent pas qu'ils sont forcément frères, même s'ils ont le même nom, c'est un nom plutôt commun en Bretagne. Voilà, et il a réussi petit à petit à creuser son propre sillon dans le monde professionnel pour rejoindre son grand frère dans le cercle privé des joueurs de Ligue 1. Vous l'aurez compris, les frères Le Talek font partie de ma sélection de frères de Ligue 1. Anthony, attaquant doué, parti trop tôt, ça fait un peu petit ange, parti trop tôt, attaquant doué, parti trop tôt, mais vite revenu en championnat de France. Et Damien, parti aussi très tôt, il a aussi un petit peu la même histoire que son grand frère, et qui est revenu par contre beaucoup plus tard en 2018 sous les couleurs de Montpellier. Donc difficile de comparer les deux frères, c'est deux postes radicalement différents. C'est aussi donc avant-centre pour Anthony Le Talek et milieu défensif pour Damien, deux centres de formation différents, le Havre pour l'ancien Liverpool et le Stade Rennais pour l'actuel joueur de l'AEK Athènes. Et surtout, les deux frères, ils se sont jamais croisés en Ligue 1, puisque quand Damien est arrivé au plus haut niveau français, Anthony Le Talek finissait sa carrière en Ligue 2. Donc voilà, ils se sont jamais croisés, ils ont jamais joué ensemble. Donc c'est marrant comme ce schéma se répète à chaque fois, c'est jamais deux besogneux ou deux hyper talentueux. C'est toujours un besogneux, un mec talentueux.
C'est assez marrant quand même. Et souvent, le mec talentueux, il a pas fait ce qu'il aurait dû faire, quoi. Et c'est le besogneux qui est là pour un petit peu garder l'honneur de la famille Sauf. L'honneur. Je plaisante, bien sûr. Je pense que la maman, elle est fière des deux. Il y a aucun souci par rapport à ça. Au niveau des statistiques, Anthony Le Tallec, il domine largement quand même avec 241 matchs joués dans l'élite pour 37 buts, tandis que Damien, lui, il aura joué 3 saisons dans l'Hérault pour 87 matchs et 5 petits buts. Après, bon, c'est pas le même poste, hein. Ce maillot avec le sponsor poulet loué, il est tellement dans la légende celui-là. Mais le Tallec, il a quand même eu, je trouve qu'il a eu, il a jamais réussi à confirmer les énormes espoirs placés en lui, parce qu'il y avait quand même de gros espoirs en début de carrière, mais il y a eu des bons passages à Auxerre, au Mans, à Valenciennes, où on sentait que le déclic, le palier allait peut-être être franchi. Finalement, c'est jamais arrivé, alors que son petit frère, sans faire de bruit, il a réussi 3 saisons solides en mieux équipe de Montpellier qui soufflait un petit peu le chaud et le froid, mais qui n'était jamais vraiment inquiété en championnat. Donc aucun des deux n'est devenu internationaux, mais j'ai une anecdote intéressante, je ne sais pas si vous le saviez, on a fouillé, on a travaillé, attention. Damien Le Tallec, fort de son passage au Mordovia Saransk, merci pour mon accent russe, il a failli disputer l'Euro 2021 pour le coup. Il a pas joué avec la Belgrade aussi. Avec la Russie, oui, il a joué. Je pense qu'il a choisi parce que les Serbes n'étaient pas qualifiés pour l'Euro, donc il s'est dit je vais être russe. Mais il a failli jouer l'Euro avec la Russie. Il a fait les démarches en 2019. Je savais pas, il était en Ligue 1. Il était titulaire en Ligue 1. Il a fait les démarches en 2019 pour avoir la citoyenneté russe. Et finalement, il a été ignoré par le sélectionneur en place de l'époque. Mais voilà, il aurait pu jouer l'Euro sous les couleurs. Ouais, c'est probable. Ouais, je me souviens de cette histoire. Une anecdote sur l'autre frère Le Tallec, du coup. Vas-y. C'est le joueur préféré de Francis Lalanne. Ah oui, il le considère comme le meilleur joueur du monde. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, mais si. C'est pas ça. Moi, c'est le premier truc auquel je pense quand je pense à Anthony Le Tallec. C'est terrible pour lui, Francis Lalanne. On s'attend à Messi, à Ronaldo. Francis, quel est pour toi le meilleur joueur du monde? Anthony Le Tallec. Oui, je me rappelle ça. Mais il a quand même 29 ans, quand même, le boug. Oui, le plus grand espoir, je crois, il avait dit en plus. Le plus grand espoir. Ah, c'est le plus grand espoir. Ouais, je crois qu'il a dit plus grand espoir, c'est l'avenir de l'équipe de France. Ce mec doit jouer. Et en plus, je sais pas si vous en souvenez, mais la séquence a été dingue parce qu'il dit ça, tu sais, avec un bandana de pirate et un cache-œil. Genre vraiment, ça fait vraiment. Ça n'a aucun sens. C'est lunaire comme situation. C'est le métaverse. Sinon, par contre, ça commence à se voir, votre cabale contre moi. Là, il y a Lucas sur le chat qui dit pourquoi il n'y a que des buts contre Nice. Franchement, faut voir avec la LFP, c'est la base de données, ça. Hein. Mais il faut surtout expliquer que le site d'archives, je trouve que le logo niçois, il attire l'œil. Alors, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, quand je choisis. Il est tellement beau. Je n'irai pas jusque-là, mais quand je choisis mes buts, je vois Nice. Et c'est fou, hein. Voilà, je sais pas, peut-être association d'image, Nice, Alex, c'est mon ami, tiens, je vais lui faire plaisir. Donc c'est League of Legends saison 3, Samy, ça dégage également, allez. Et encore, t'as pas vu le top but de Payet. Ah bah tiens. Je crois qu'on va bien se régaler. On va passer au dernier duo, les copains. J'ai choisi un joueur qui a... Alors là, on va voir si vous allez trouver. Attention. Un joueur qui a récemment montré de belles qualités en Ligue des Champions. Vous avez ou pas? Je vais pousser un peu. Champions. Notamment face à la Juve, au Bayern et face à Liverpool. Capou. Ah oui. Chez les Capou, on se souvient surtout d'Étienne, qu'on a vu Aurélien, c'est ça, non, Aurélien Capou. Exactement, en Espagne, du côté de Villarreal. Mais pourtant, c'est pas lui le premier pro de la famille, car en 2004, 3 ans avant Étienne Capou, Aurélien, son aîné de 6 ans, a débuté en Ligue 1 en signant au FC Nantes. Alors, les deux frères, ils ont eu un parcours totalement différent pour arriver dans le monde pro. Aurélien, lui, il n'a pas été formé dans un club pro, il est arrivé du monde amateur, tandis qu'Étienne a tout de suite, lui, été identifié comme un fort potentiel et est sorti du centre de formation de Toulouse. Donc vraiment 2 trajectoires différentes, mais une certaine présence quand même en Ligue 1. Étienne Capou y a joué 173 matchs pour 13 buts, tous sous le maillot toulousain, tandis qu'Aurélien Capou a lui joué 92 matchs pour 5 buts, principalement à Nantes, et aussi une saison à Auxerre, sa dernière en Ligue 1, même si l'écart entre les deux frères semble ici être énorme en termes de carrière, il n'y a pas vraiment débat. Aurélien a tout de même été un titulaire récurrent quand même du championnat de France pendant plusieurs saisons. Moi en tout cas, je m'en rappelais comme un bon ailier à Nantes. Alors peut-être parce que je suivais particulièrement les Canaries, mais voilà, c'est un ailier qui statait et qui avait des qualités quand même assez intéressantes pour la Ligue 1. Les deux frères évoluaient dans des postes totalement différents, vous l'avez vu. Ailier pour Aurélien, tandis qu'Étienne est un milieu box-to-box.
Les deux frères n'ont jamais joué ensemble, malheureusement. Et maintenant, Aurélien est directeur sportif à Boulogne. Donc voilà, à Boulogne-sur-Mer. Donc voilà, maintenant vous avez l'information. Cool. Et Étienne continue à bien jouer avec Villarreal et à même peut-être frôler l'équipe de France. Et il est pas loin, hein. Il est pas loin, hein, parce que vu la saison qu'il a sortie, notamment avec des champions, voilà, évidemment, il y a des talents fous. Hein. On a Kamavinga qui est pas là. Il y a tellement de monde et plus jeune aussi, ça va être dur pour lui. Mais je trouve que vraiment, enfin, c'est le genre de joueur qui a toujours été intelligent. En plus, il a un discours, tu vois, un recul par rapport au monde du foot professionnel. Il est un peu dans cette lignée des mecs qui disent, bah moi, je suis là un petit peu pour faire le taf. Et en gros, je regarde pas de match, je suis assez déconnecté. Et je trouve qu'en 2022, tu vois, avoir ce genre de personnage, c'est assez fou. Mais franchement, par la progression qu'il a eu, t'as l'impression que peut-être Tottenham, il s'était un peu perdu. La Villarreal est quand même bien reparti. Et à Toulouse, ça fait partie de cette jeunesse toulousaine avec Sissoko et tout, enfin, qui a été formidable, quoi, à l'époque. Voilà, Guigui qui nous demande sur le chat, en parlant de Nantes, est-ce que Darocha n'avait pas un frère ? Si, Darocha, un frère. Mais après en fait, j'ai pris vraiment aussi des frères qui avaient quand même chacun un passé en Ligue 1 qui dépassait les 90, 100 matchs quand même. Il fallait que ce soit quelque chose de conséquent, qui ait joué 4-5 saisons. Parce que par exemple, pour Darocha, et c'est comme pour Dido, c'était comme pour par exemple Fainduno, il y a Pascal Fainduno et Simon Fainduno, mais Simon Fainduno, c'est 4-5 matchs avec Lens en tant que latéral gauche. C'était compliqué. Il y a les frères Carasso, mais voilà, c'était compliqué. Il fallait trouver, mais Darocha a un frère, mais je crois qu'il a 1 ou 2 matchs en pro. Donc, voilà. le frère c'est son cas qui, par contre, attend fermement la présentation de Dagui et Oumar Bakary. Aussi, on aurait pu. Ouais. Oui. Ah ouais. Si on faisait une émission sur le basket, on aurait pu. C'est méchant, ça. C'est méchant. C'est parce que t'as pas vu jouer Oumar Bakary. Moi, j'en garde encore des souvenirs assez émus. Le traumatisme est encore présent. Dagui encore ça va, tu vois, il a fait sa carrière et tout, il a eu son moment de gloire, il a marqué contre le Milan face à Maldini et Nesta. Le style était peut-être pas là, mais respect quand même. Oumar Bakary, je l'ai vu à Nice, c'est non, hein, disons-le clairement. On lui dira. On l'embrasse. C'est bon pour moi, pour la c'est tout. C'est bon. Bon. Du coup, si on devait dire la plus belle fratrie, celle qui a le mieux réussi au final, ce serait peut-être plutôt les frères Chirou, non ? Ouais. Chirou, ça joue entre Chirou et Ayou. Ouais, Chirou et Ayou, c'est vrai. Ah. Après, on parle niveau Ligue 1. Il y a plein d'autres fratries qui ont réussi à l'étranger, qui ont même mieux réussi. C'est pas avec des schémas où les deux frères ont réussi. Il y a les frères Boateng en Allemagne. Enfin, on peut trouver plein de. T'as Fabio et Raphaël en Ligue 1 aussi quand même. Oui, il y a des choses. Oui, il y a quand même. Mais en France, je dirais quand même Chirou et Ayou. Ouais, les frères Batshuayi, Leia Izeka et Bichi, évidemment. Je suis déçu, personne m'a dit les frères Zanetti. Les fameux légendaires. C'est tellement légendaire, mais bon, ça c'était dans Kick-Off. Les gens vont pas forcément avoir la ref du coup, mais c'est vrai que ça c'était quand même un grand moment. Écoutez, on va se faire une petite pause. J'en profite évidemment pour vous rappeler de bien penser à follow la chaîne pour ne pas manquer les prochaines émissions sur la chaîne de la Ligue 1, Uber Eats, bien sûr, notamment Pass Day qui arrive très très vite pour la dernière de la saison. Et nous, on va se faire un petit plaisir vidéo avec un top but de Dimitri Payet, vu qu'il y a un petit Nantes-Saint-Etienne ce soir, si je dis pas de bêtises. Du coup, on s'est dit, tiens, Nantes-Saint-Etienne, Dimitri Payet, top but, ça peut être assez sympathique. Payet, hein. La compilation de Golasso. Ouais. Pour le coup, j'ai regardé les 99, hormis une quinzaine de penalties. Tout le reste, alors je dis pas que tout le reste aurait pu être dans le top, mais il y en a quand même une bonne trentaine qui peuvent être sélectionnés. Et c'est marrant parce que Dimitri Payet, on l'a vu de suite qu'il y avait quelque chose, quoi, qu'il y avait un truc particulier dans les pieds, mais est-ce que vous imaginiez de suite quand même qu'il allait faire cette carrière aussi régulière au très haut niveau ? Moi, j'avais quand même l'impression au tout début de me dire ok, il a du ballon, tout ça, mais je m'attendais à un truc un peu plus irrégulier malgré tout sur l'ensemble de la carrière. Non, c'est vrai que dans ce qu'il renvoyait à Saint-Etienne et au LOSC, qu'il y avait quand même ce sentiment où voilà, il pouvait
voilà, faire des trucs d'éclat et puis après 80 minutes sur une rencontre un peu disparaître. Et c'est vraiment la période, Bielsa à Marseille forcément, et surtout West Ham qui l'a remis dans une dimension avec l'équipe de France, avec le top 20 Ballon d'Or. Celui-là, il était fou contre Guingamp. Donc, mais je partageais le même sentiment que toi. J'ai l'impression d'être un petit peu sur un mec, qui faisait un match sur 2 peut-être, avec toujours un petit coup d'éclat. Mais depuis Bielsa et West Ham, il a clairement pris une autre dimension, quoi. Ouais, c'est vrai, je vous rejoins parfaitement. Il avait du talent, on avait déjà fait une chronique sur ses débuts à Nantes. Tu sentais que le gamin, il avait quelque chose quand même dans les pattes, mais c'est vrai qu'après Saint-Etienne et Lille, c'était plutôt l'irrégularité qui frappait, et voilà, nos yeux se détournaient vers d'autres talents, on se penchait plus vraiment sur Payet, et c'est vrai qu'il a franchi un palier en arrivant à l'OM, et après surtout ce côté en PL où il a vraiment explosé, où il a aussi eu du temps de jeu en équipe de France pendant 2 ans. Et je pense que ça a contribué à faire de lui un excellent joueur. Et d'ailleurs, il est dans l'équipe type cette saison en Ligue 1. Donc, à son âge, franchement, non, impressionnant. Il a eu une meilleure fin de carrière que début de carrière. Mais c'est ce que je trouve assez paradoxal, justement, en parlant de son âge et de sa fin de carrière, c'est qu'il nous fait quand même une sacrée fin de carrière, alors qu'on parle d'un joueur qui a été quand même très régulièrement, et qui l'est même encore un peu aujourd'hui, critiqué pour son hygiène de vie. Donc on pouvait peut-être s'attendre justement à ce que la fin de carrière arrive un petit peu plus vite que prévu, mais pas du tout au final. Ouais, mais c'est peut-être aussi frustrant parce que même aujourd'hui, on voit qu'en termes de conditions physiques, il y a des joueurs de 35 ans. Si on compare physiquement, par exemple, Benzema, et ils sont de la même génération, Benzema et Payet physiquement, tu te dis que voilà, il y a quand même mais il est vraiment pétri de talent. Je pense qu'il est vraiment pétri de talent, et c'est ça qui lui permet, parce que je pense que s'il faisait comme Gignac ou Mandanda, c'est à Merano, c'est ça, les cures. Non, mais c'est vrai, parce que non, mais c'est frustrant parce que moi je kifferais voir un Payet fit pour voir vraiment ce que ça donnerait. Mais il avait fait l'année dernière, ceci dit. Il avait fait ça l'année dernière, il était sec. Il avait été sec. C'était limite flippant à quel point il avait maigri, mais au final, il a très vite retrouvé son poids à peu près habituel. Mais ça peut le gêner, donc autant à un certain moment ça pouvait être critiquable, autant là, tant qu'il est performant, il n'y a rien à dire. Il peut se faire plaisir, exactement. Je sais pas, toi, Max, en tant que Marseillais, tu vois. C'est difficile de jauger Dimitri Payet parce que d'un côté, c'est sans doute le joueur le plus talentueux que l'OM ait eu sur ces 10 dernières années à ce poste-là. Et d'un autre côté, il est de toutes les mauvaises périodes, il est de toutes les humiliations en Ligue des Champions, en championnat, il a été souvent aussi dans les grands matchs. Pendant longtemps, il n'a pas été là. Quand l'OM perdait automatiquement contre Paris, Lyon ou Monaco, il était titulaire. Donc il y a un peu cette dualité-là dans le Dimitri Payet de l'OM. Et forcément, à un moment donné, je pense qu'il a eu un rôle de leader qu'il ne voulait pas prendre, ou qu'il ne pouvait pas prendre parce que le vestiaire n'était pas, entre guillemets, acquis à sa cause, où il y avait d'autres grandes têtes, et ça a plombé un peu l'équipe. Cette année, dans ce rôle de grand frère, on le voit vraiment s'épanouir. Je dis pas que c'est la mascotte, mais c'est quand même le point du vestiaire, le point central, plus que Mandanda encore. Et tous les jeunes viennent voir Payet, et lui, en tant que chambreur, que rigolo, a aussi fédéré ce groupe-là. Et je pense que la troisième, petit lapsus, mais la longue deuxième place tenait aussi pour beaucoup du rôle de Payet dans le vestiaire. Et hâte un peu de voir quelle va être sa troisième partie de carrière et son après-carrière, parce que vu qu'il a l'air de la préparer, je pense qu'on va encore assister à une année pleine l'année prochaine, qui sera sans doute la dernière. Mais pour en revenir à son poids de forme, c'est vrai que ça a été longtemps, entre guillemets, quelque chose qui a été pointé du doigt, qui ne l'a pas toujours empêché d'être performant. Donc on est encore dans cette dualité ça aurait pu être plus grand, je pense. Ouais, c'est ça aussi, il y aura toujours une frustration. Mais ça a déjà été si grand dans des Marseille qui étaient quand même sacrément difficiles et pas beaux à un moment donné. Donc ça fait partie de ces légendes qui resteront légendes, mais il y aura toujours une part d'ombre, malgré tout, je pense. Ouais. Allez, on va parler d'un autre joueur qui aurait pu éclabousser la Ligue 1 de son talent beaucoup plus longtemps, qui a eu pas beaucoup de chance,
qui a eu un événement dans sa carrière qui a fait que il n'a pas pu avoir cette progression, alors que je pense qu'en termes de talent, c'est quelqu'un qui aurait pu vraiment s'inscrire parmi les grands attaquants de cette Ligue 1, qui aurait pu tout à fait faire une carrière, tu vois, un peu à la Drogba par exemple. Clairement. Il en avait le potentiel, en tout cas selon moi. C'était Shabani Nonda. Exactement. Alors c'est un honneur de faire ce Je pense à devant le spécialiste de cette chronique, Adrien, et encore plus heureux de le faire sur Shabani Nonda. C'est totalement ma génération. C'est un des joueurs africains du championnat de France qui m'a beaucoup marqué durant ma jeunesse. Déjà, faut être honnête, rien que son nom, il y a du flow dedans, quoi. Shabani Nonda, c'est un nom qui claque autant que ses buts sur les pelouses françaises. Nonda, ça a été une terreur des surfaces en Ligue 1. Il a martyrisé bon nombre de défenseurs. Après 7 années passées en France sous les couleurs de Rennes, puis de Monaco. Il était d'ailleurs jusqu'à mi-avril encore dans le top 2 des meilleurs buteurs monégasques en Ligue 1 au XXIe siècle, derrière Falcao. Il est redescendu depuis à la 3e place. Il a été dépassé par Wissam Ben Yedder, merci, vous suivez les amis. vu les noms qui entourent l'attaquant congolais, on se rend compte du joueur qu'il a pu être. Et voilà, de toute façon, pour moi, dans mes souvenirs, j'ai toujours perçu Nonda comme une sorte de successeur à Weah dans le foot français, puisqu'il arrive en 98, Weah quitte le foot français en 96. Voilà, il avait un peu un style similaire. Attention, encore une fois, toute proportion gardée, hein, Weah est allé beaucoup plus haut. Mais sincèrement, dans les débuts, dans le potentiel, Nonda, c'était ce qu'il montrait. Et c'était assez intéressant parce que à la base, il n'était pas forcément prédestiné à venir en France. Il est juste venu parce qu'il voulait un pays francophone. Après la Suisse, il voulait un pays francophone pour lui servir de tremplin pour partir dans un plus grand club. Donc, comme je vous l'ai dit, Nonda, il débarque en France en 98. La France, elle est championne du monde. Méga sponsor Pinot. Ah ouais, incroyable. C'était. En plus, moi, il marquait avec le petit cache boucle d'oreille. Vous savez, à l'époque, c'était tellement la mode à l'époque. Quel flow, mais c'est incroyable. C'était fou. Moi, j'avais pas de boucle d'oreille, je mettais un cache boucle d'oreille. pour vous dire, c'est exceptionnel. Foot de village, forcément. Oui, non, mais on faisait ça, tu vois. Et voilà, donc il arrive en France en 98. Ça, et t'avais le petit pansement aussi sur le nez. Non, je l'ai pas eu ça. Tu as jamais eu ça? Non, parce qu'il fallait l'acheter, tu vois. Là, par contre, j'avais pas de. Mais par contre, pour le truc, c'était juste mettre un bout de scotch, tu vois, c'était rapide. Moi, j'avais aussi le pansement sur la bague. J'avais pas de bague parfois, mais je mettais le pansement. Ah, vraiment, j'étais que dans le flow, parce que dans le jeu, c'était pas vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là et pas sur les vidéos. Et donc voilà, donc Rennes, je vous le dis, 198, il fait beau. La France, elle est championne du monde. C'est la belle vie. On est heureux en France. Et Rennes décide de casser sa tirelire pour un jeune Africain inconnu à l'époque de 20 ans, 23 millions de francs. Alors, j'ai pas fait la transposition en euros. Je vous laisse le soin de le faire. À l'époque, c'est quand même ce transfert. Par contre, c'est un record quand même pour le club breton. Nonda, il arrive avec le statut de meilleur buteur du championnat suisse qu'il avait obtenu sous les couleurs du FC Zurich. Au départ, les gens sont quand même plutôt méfiants, hein. Le prix du transfert, il est souvent évoqué, il est parfois même raillé dans la presse locale. Je me rappelle que voilà, à l'époque, c'était compliqué, c'était quand même beaucoup d'argent pour un joueur vraiment, mais vraiment c'était un anonyme, hein. Même en sélection, il n'était pas forcément connu. Et puis surtout, la RDC à cette époque, c'est pas la RDC d'aujourd'hui. Elle était beaucoup plus bas dans le football africain. Donc voilà, c'était compliqué, c'était pas un nom ronflant. Et pourtant, dès sa première saison, Nonda, il met tout le monde d'accord. Après, Rennes aligne une équipe quand même très ambitieuse avec des joueurs intéressants comme Édouard Cissé, Anthony Réveillère, David Sommeil ou encore même Nicolas Gousset, qui était son partenaire d'attaque en Bretagne. Nonda, il s'intègre parfaitement dans ce collectif et sort une première saison à 15 buts en Ligue 1, qui est quand même très honorable pour sa première saison. Et Rennes finit 5e cette saison-là. Et donc, Nonda devient un petit peu un tube en championnat de France. Il y a pas mal de sollicitations à l'été 99, mais voilà, il décide de rester en Bretagne une seconde saison pour vraiment s'affirmer dans le championnat de France. Il a 21 ans, il se dit qu'il a le temps. On verra plus tard que finalement, il l'avait pas forcément. Et voilà, Rennes finira par contre 13e sur sa seconde saison, mais Nonda, il continue dans ses statistiques, il maintient son efficacité, 16 buts en championnat. La réputation du buteur congolais, elle est désormais établie. En arrivant en France, Nonda voulait donc utiliser Rennes comme un tremplin. C'est ce qu'il va faire. Il voulait accrocher un plus gros club du championnat. C'est chose faite durant l'été 2000 où Monaco casse sa tirelire pour acheter Nonda en remplacement de David Trezeguet.
Le pari est énorme. La succession, elle va être très lourde à porter. Monaco est champion de France en titre avec une génération de rêves. On en a déjà parlé. Sagnol, Barthez, Trezeguet, Lamouchi, qui vont tous d'ailleurs partir quand Nonda arrive. Donc voilà, c'est une équipe quand même un peu plus affaiblie. Mais Nonda, c'est la figure de proue de cet effectif monégasque. La première saison de Shabani, elle est quand même assez compliquée. Il marque 12 petits buts en championnat. Il y a une élimination assez rapide en poule de C1. Voilà, donc les premières critiques s'abattent sur l'attaquant de la RDC, mais la saison suivante, l'arrivée de Didier Deschamps va lui faire énormément de bien. Il marque 14 buts lors de la saison 2001-2002, puis vient son chef-d'œuvre, la saison 2002-2003, où il plantera 26 buts, les gars, 26 buts en championnat. C'est une autre époque, 2002-2003, c'est pas maintenant, on est habitué des 30 avec Mbappé, mais 26 buts à cette époque-là, c'était quand même quelque chose de très solide. C'est une performance notable. Cette année-là, Nonda, il marche sur l'eau. Son style, il impressionne. Il a tout. Il a la vitesse, bulldozer, quoi, il a la puissance, voilà, le sens du but. Il me faisait un peu penser à Jonah Lomou. Tu sais, ce truc où vraiment t'as l'impression que les mecs à côté, c'est des enfants tellement qu'il est puissant, tu vois. C'était fou. Non, mais c'était fou. C'était n'importe quoi. Il avait tout. Il a les 2 pieds, il a la tête, il a même une technique. Après, c'est pas le plus grand dribbleur, mais il avait une technique qui lui permettait, de gagner de nombreux duels. Franchement, là, en 2003, la Shabani Mania, elle est bien lancée. Après cette saison, l'avenir de l'attaquant semble quand même tracé pour aller plus haut. Il a 27 ans. Et il décide de refuser une offre mirobolante de Lyon. Ça, je ne savais pas que Lyon avait fait le forcing pour l'avoir. Il décide de refuser l'offre de Lyon. Si ma mémoire est bonne, il me semble que Lyon n'avait pas réussi à faire Drogba, justement. Et que du coup, ils se rabattent à faire Drogba. Et du coup, ils essayent de faire Nonda. D'accord. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'était ça. Donc, c'était un Lyon aussi en plein essor qui voulait, qui voulait être champion. Mais, qui voulait acheter tous les meilleurs joueurs de Ligue 1, qui voulait se le mettre à bord, quoi. Exactement. Mais il décide finalement de rester. Il y avait aussi des offres étrangères, mais il décide de rester sur le Rocher parce qu'il sent qu'une saison sympathique s'approche, tu vois, il a parlé avec Deschamps, il voit l'effectif qui est quand même assez intéressant avec les Giuli, les Roten, il sent que quelque chose peut se passer et effectivement c'est ce qui va se passer parce que Monaco s'apprête à vivre une saison 2003-2004 exceptionnelle, je pense que vous vous en rappelez. Nonda marque d'ailleurs lors des 3 premiers matchs de championnat, c'est sa saison, c'est son moment, c'était vraiment le moment où il allait exploser et peut-être après partir plus haut. Et là, le pire arrive pour Shabani. L'action, elle est horrible. Je l'ai pas mise parce que c'est pas quelque chose que les gens aiment voir. Et elle fait aussi très mal au cœur. Nonda subit un arrachement des ligaments sur une action qui aura marqué la saison où Pierre Fanfan, joueur du PSG à ce moment-là, retombe sur la jambe du Congolais. Voilà, c'est vraiment très très moche à voir. Il l'a pas fait exprès. Ils se sont excusés, ils se sont parlé après coup. Mais voilà, il sera absent 8 mois et il revient en fin de saison pour participer à la magnifique campagne de Ligue des Champions des Monégasques. Et d'ailleurs, c'est même lui qui marque le but contre Chelsea pour envoyer Monaco en finale. Donc voilà, il a quand même ce sursaut. Il essaie quand même d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais on va être honnête, les gars, c'est justement, Alex t'en parlait tout à l'heure, le gros événement de sa carrière. Après ça, il a jamais retrouvé son niveau. Il restera encore une saison à Monaco où il dispute qu'une dizaine de matchs pour 0 but. Voilà. On parle pas au Blackburn Rovers après. La plupart, il part à l'AS Roma. La Roma, je me souviens que ça avait été très compliqué. Exactement. Il part par la petite porte en rejoignant l'AS Roma où il retrouvera jamais l'efficacité de ses débuts. Après, il va à Blackburn et après il finit à Galatasaray. Avec 88 buts en 178 matchs de Ligue 1, Nonda il restera malgré tout comme un attaquant qui aura marqué son époque, même si un sentiment frustrant quand même entoure sa carrière. La vraie question, c'est que serait-il devenu sans cette fameuse blessure d'août 2003 ? On le saura jamais, mais c'est ça qui est le plus embêtant parce qu'on peut spéculer. Mais moi, je suis convaincu, tu l'as très bien dit, Alex, qu'il était dans le talent et dans le potentiel légal de joueurs comme Drogba ou comme Weah. Je suis sûr qu'il aurait pu performer, et notamment en PL. La PL qui prenait aussi son essor au même moment, ça aurait été parfait pour lui. Ça aurait pu être un penchant. Ça aurait été fou. Donc c'est très dommageable, mais c'est un joueur qui a vraiment marqué son temps. Et sans cette blessure, je pense qu'il aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus haut. Ah, c'est sûr. Regrets éternels quand on pense à Shabani Nonda, évidemment. Ah, c'est clair. Franchement, la chronique lui rend bien hommage. C'est chouette, Samy, d'être vraiment revenu en long en large. Et en prenant du recul, on a déjà parlé de plein de joueurs de cette époque au niveau des attaquants. Mais je pense qu'en termes de densité de numéro 9, le début des années 2000, je pense qu'on ne reconnaîtra plus jamais ça avec Anderson, Paoletta, Cissé. Il y avait même tu vois, des joueurs comme Santos, comme Pagis, comme Gousset. Il y avait des bons attaquants, André
partout. Enfin, il y avait une folie. Drogba ensuite. Évidemment, on a eu depuis Mbappé, Ben Yedder, Lacazette à différentes époques, mais vraiment en termes de densité, de pur numéro 9, à chaque fois avec des styles différents, cette période a été assez fabuleuse. Et Nonda, ouais, je pense que voilà, souvent à Bordeaux, tu vois, nous on parle de Gourcuff comme d'un regret et tout, parce que voilà, on savait qu'il pouvait aller plus haut. Mais là, pour le coup, pour avoir vu à Monaco, ce mec, c'était un ovni, quoi. La comparaison avec Donnarumma, elle est bien parce que il y a ce sentiment de puissance aussi quand il démarrait. À côté, c'était des gamins, ouais, et il était inarrêtable. C'était délirant, quoi. Vraiment, moi, je savais que quand il y avait Nonda en face, tu dis, ok, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très très compliqué de lui résister parce que ce mec avait une telle puissance, c'était quand même assez dingue. Bon, on va passer au moment de l'émission que je redoute le plus. C'est le moment où tu pars. Exactement. Ah mince, quel dommage, je n'ai plus de connexion internet. Allez, on va rendre hommage à Nancy qui vit des moments compliqués en ce moment. Du coup, voilà, on va parler de leur belle époque, le grand Nancy mené par Pablo Correa, ce Nancy qui certes ennuyait beaucoup de clubs de Ligue 1 par son jeu, mais qui régalait ses supporters avec des résultats assez incroyables pour un club de cette dimension qui a performé assez rapidement après être remonté en Ligue 1. Quand même une belle période dorée pour ce club en le début des années 2000. C'est ça, tu l'as dit, il y avait d'abord eu la Coupe de la Ligue, 2 ans avant la saison qu'on va évoquer là tout de suite, mais le Nancy 2007-2008 restera, je pense, comme la meilleure saison de toute l'histoire de ce club-là qui vit des instants un peu difficiles. Alors c'est un sujet de tendresse, mais que j'ai réussi à apprécier avec le temps, parce qu'à l'époque, on l'a dit tout à l'heure dans le sujet Mercato, ça faisait très peur à l'Olympique de Marseille, ce Nancy-là, et pendant très longtemps, il y a eu cette bagarre pour la 3e place. On voit d'ailleurs la tête de Steve Mandanda, déjà classique. À l'époque, la classique, mais déjà à l'époque, qui était pas très content. Et en fait, tous les gardiens et toutes les équipes avaient un peu cette tête quand il fallait aller à Marcel Picot cette année-là. On en a déjà parlé, de Sedan des années 2000, de Montpellier en 2012. Et bien ce Nancy-là rentre terriblement dans cette catégorie de clubs qui ont fait des saisons qui ne referont probablement plus jamais dans les prochaines années, dans les prochaines décennies en tout cas. Et peut-être que ça sera plus parlant en stats si Amaury peut montrer la petite infographie qui récapitule la saison nancéenne. S'il l'a en stock. Bon, elle va arriver. En tout cas, Nancy qui voilà finira 4e. 19 meilleure défense avec 30 buts encaissés sur toute la saison. Meilleure défense de Ligue 1. Voilà, ça pose des bases. 2 défaites seulement sur la phase aller. Une seule petite défaite à Marcel Picot. La fameuse journée 38 contre Rennes, on en a parlé tout à l'heure. Alors peut-être avant de creuser et d'avoir un petit peu le regard de Youssouf Hadji qu'on a eu en capsule, et d'ailleurs merci Samy pour ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce fameux Nancy? Alors, on va peut-être pas commencer par Alex, parce que... moi, j'ai déjà donné mon avis, je pense qu'on a compris. Je pense que tout le monde a compris ton avis, mais peut-être qu'effectivement, Samy... Samy. C'est moi. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, parce que tu avais déjà 25 ans à l'époque, donc... Oui, j'avais même 35, salopard, hein. J'avais 25 ans. Non, mais oui, moi, c'est l'équipe, c'est l'image d'une équipe besogneuse. C'est vrai que, bon, je vais pas mentir, hein, je me suis pas enflammé. Après, Correa et son bus blindé, on nous dit sur le chat. J'avoue, je la suivais parce que voilà, il y avait des internationaux marocains avec Youssouf et Monsef et même Michael Bassar-Chrétien. Donc voilà, je m'y intéressais forcément par rapport à ça. Après, elle n'était pas forcément ça, que c'était pas flashy, mais moi je trouve aussi, enfin voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le beau jeu, dans les grands joueurs. C'est bien aussi, moi je trouve, ce genre de performance. C'est un petit peu le côté David contre Goliath. D'ailleurs, la course avec l'OM, qui est un immense club par rapport à Nancy, c'était ça un peu. Donc forcément, et pas parce que j'aime bien le PSG, hein, mais forcément on voulait que Nancy le fasse, quoi. Et il y avait quand même quelques joueurs intéressants, parce que Hadji, c'était quand même sympathique à voir jouer. Issardia, c'est bien. Issardia, je suis pas fou. Issardia, ouais. C'était quand même aussi, voilà, il y avait quand même des petits talents devant. C'était Kim le numéro 9 devant aussi. Le Brésilien, Kim également. Ouais. Donc voilà, il y avait quand même. Elie Kroupi, bien sûr. Elie Kroupi, il y avait cette saison-là. Il y avait quand même des choses qui pouvaient séduire. Donc voilà, c'était pas fou en termes de spectacle, mais je trouve que voilà, la performance en elle-même, elle était plus que respectable.
Non, franchement, c'était une équipe, enfin, t'as résumé, elle était difficile à jouer. Et même Bordeaux, enfin, il y a eu des soucis. Je vois qu'il y a Stat Pico dans le chat, je vais lui rappeler un mauvais souvenir, mais si je lui dis penalty Yoann Mikou à Chaban-Delmas, il va hurler parce que c'était très tendu pour la qualification européenne. Et je crois que Yoann Mikou est au contact avec Chris Malonga de mémoire. Et en gros, Mikou fait tomber Malonga. Et en gros, l'arbitre siffle penalty alors que, pour Bordeaux, alors qu'il n'y a pas du tout faute dans ce sens-là. Et je crois que Pablo Correa avait bien pété un câble et il y avait de quoi. Donc, une équipe qui, en plus, aurait dû peut-être arracher au dernier moment une qualification européenne. Elle avait beaucoup de cœur, de qualité. Ouais, quand tu vois, je vois Sébastien Pugrenier, quoi. Qui a fini au Zénith, mine de rien. Le Nemanja Vidic de l'Est. Ce mec, il était rugueux. Le Yapstam. Il y a Yapstam, bien sûr, mais il était difficile à passer. Tu as parlé vraiment d'une équipe, ça se voyait que c'était dur à passer, quoi. Enfin, franchement, et tu as parlé d'Issardia, j'avais aussi un souvenir, c'était pas cette saison-là, mais c'était la saison 2009-2010 contre les Girondins, où le mec, tout simplement, il prend le ballon moitié de terrain. Messi contre Étafé, il va marquer en dribblant Chalmé, en se faisant toute la défense. Et Issardia, il y avait aussi pareil. Je sais pas ce qui a manqué pour que ce gars-là bascule vraiment dans le côté très bon joueur, vraiment mec régulier en Ligue 1, mais sur le talent brut, il avait quelque chose. Ah oui, il allait très 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 vite, très puissant, un peu à la Pius Ndessi en fait. Ouais, il y avait de ça. Ouais. Plus élégant quand même. Un peu. Ouais. Il y avait quand même un peu plus de. Alors peut-être que Amaury a l'équipe type qui va peut-être permettre aussi de compléter par rapport à ce que vous avez dit. Donc Brassigliano dans les cages, Biancani, André-Louis Pugrenier qui était peut-être la charnière. Cette défense de poète. Ouais, la charnière la plus rugueuse qu'on ait pu connaître à l'époque. Un double pivot, Gavanon Berenguer. Avec Landry Nguemo aussi, le jeune Landry Nguemo qui faisait office de backup. C'est vrai, le losange magique devant, Hadji, Dia, Kim Fortuné, Marc-Antoine Fortuné. Et malheureusement sur la fin de saison, alors on y reviendra un petit peu, on va commencer par le début, c'est une saison qui commence terriblement bien. Il n'y a que sur 2 journées sur l'ensemble de la saison où Nancy ne sera pas sur le podium, dont la fameuse J38, mais pendant toute l'année, Nancy va truster la seconde ou la 3e place. Et on a pu avoir, je le disais en interview, Youssouf Hadji, pour nous rappeler un petit peu et nous donner les éléments qui ont permis à ce Nancy d'être à cette place-là. Et voilà ses explications quand on lui demande la recette du succès sur cette année-là. C'est noté. Quand on tient toute une saison à ce rythme-là, moi sincèrement, pas que moi, tout le groupe, on y croyait, on y a cru jusqu'au bout. Malheureusement, on n'a pas pu les titiller jusqu'au bout, mais voilà, pour plusieurs raisons. Déjà, on avait un banc assez limité et un effectif assez limité aussi. Donc voilà, et face à des gros du championnat où ils ont quasiment 2 équipes qui peuvent finir dans les 3 premiers du championnat, c'était difficile à rivaliser, mais je pense qu'avec les moyens qu'on avait, on a dérangé les très grosses équipes jusqu'au bout. J'ai été blessé, Kim était blessé et Sébastien Pugrenier aussi. Donc je pense que ça avait été vraiment très frustrant parce que on était des joueurs très importants pour l'équipe, avec aussi d'autres, mais voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais. On n'avait pas un banc aussi important que ceux qui étaient un petit peu devant nous. Donc et vraiment c'était très frustrant de se retrouver sur les matchs pratiquement les matchs les plus importants de notre carrière et se retrouver sur la touche à cause de blessures. Alors, vous l'aurez compris, là, c'était plutôt, on est passé sur la vidéo de Youssouf sur la fin de saison, ce qui leur a manqué au final pour aller chercher ce podium, où là, effectivement, il l'a très bien dit, il y a eu des blessures, beaucoup de blessures, et un effectif qui n'était pas pléthorique en nombre et en qualité, et qui leur a pas permis d'aller au-delà et de tenir cette fameuse 38e journée où il manquait justement
notamment Hadji, Kim, puis Grenier, qui étaient des éléments importants de cette équipe-là et qui ont manqué sur le sprint final. C'est vrai que le sprint final, il a été quand même bien moins beau que le reste de la saison. C'est là où Nancy s'est fait progressivement grignoter ses petits points d'avance accumulés pendant quasiment 7 ou 8 mois de la saison. Et du coup, on va revenir cette fois-ci sur les fameux éléments qui ont permis à Nancy de faire ces 6-7 premiers mois excellents, avec cette fois-ci l'ambiance et notamment les souvenirs que Youssouf peut avoir de Marcel Picot. À Picot, c'était très 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 compliqué de venir prendre ne serait-ce qu'un point. On avait un public magnifique qui nous poussait, qui était toujours derrière nous. Ça nous avait énormément aidé. À Picot, c'était une forteresse pour venir nous prendre des points. C'était sincèrement, c'était très compliqué. On avait nos repères et on se sentait vraiment vraiment invincible au stade Picot. Au niveau ambiance, c'était un truc de fou parce que ce que j'ai vécu à Nancy, je l'ai vécu nulle part ailleurs. On avait un groupe exceptionnel, on s'entendait tous bien. Le coach, tant que le travail était fait à l'entraînement et le résultat en match, voilà, il nous laissait tranquilles, il nous dérangeait pas trop. Mais non, ce que j'ai vécu à Nancy, l'ambiance que j'ai vue là-bas, je l'ai vue nulle part ailleurs. Donc on sortait souvent manger ensemble, on avait des thèmes. Chemise fleurie, costume, celui qui venait habiller le plus moche. Sincèrement, on a tout vu. Et après, après ça se sent sur le terrain quand un groupe vit bien. Et il y a forcément les résultats au bout. De quoi forcément laisser des regrets aux hommes de Pablo Correa, parce que effectivement, si on a parlé de tous les ingrédients qui ont été mis cette saison-là pour faire cette belle saison, on en a oublié un pour le moment. C'est justement Pablo Correa. Comment ne pas en parler quelques instants. Coach emblématique, bruyant, perturbateur, passionné. Chacun mettra le mot qu'il veut, mais un homme qui a réussi à maintenir ce groupe à flot sur toute l'année, sur une sorte de mission commando d'un an, et ça c'est beau. Et les joueurs en gardent un souvenir impérissable de Pablo Correa, et notamment Youssouf, qu'on va écouter pour la troisième et dernière fois, qui nous donne son avis et ses petits souvenirs sur le coach nancéen. Pablo, c'est un coach très très proche de ses joueurs. C'est quelqu'un qui essaie de donner le maximum de responsabilité à ses joueurs. Moi, il avait fait de moi son capitaine après quelques années. J'avais vraiment une relation particulière avec lui. Ça avait été mon coéquipier lorsque je commençais. On avait joué quelques années ensemble et ensuite ça a été mon coach pendant de très très longues années. Donc voilà, c'est un Sud-Américain, coach sud-américain qui très très proche de ses joueurs et donc voilà, qui défend ses joueurs corps et âme. Mais voilà, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui rende sur le terrain et ce qu'on a essayé de faire, et je pense que ça a pas mal marché. Donc voilà, mais sincèrement, autant le coach que l'homme, Pablo, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Voilà, c'était le Nancy 2007-2008. Alors, tout le monde n'en garde pas des souvenirs impérissables, notamment autour de la table. Moi, c'est celui de 2006 qui me dérange. Oui, voilà, 2007-2008, c'est bon, c'est passé, ça va, tu vois. Mais voilà, c'était l'occasion de rendre un petit hommage à un club qu'on reverra, on l'espère, un jour en Ligue 1, mais qui, sur les prochains mois, va être un petit peu loin des terrains du foot professionnel. Tanguy sur le chat qui nous dit Marcel Picot en janvier, Pierre Traquenard. Voilà, on sent les mecs qui ont connu les froides soirées d'hiver à Marcel Picot. Marcel Picot, et quand ils ont mis le synthétique, waouh, là, le synthétique comme mouchoir, c'était des fois tu savais pas comment tu pouvais repartir, dans quel état. Ah ouais. Ça faisait très enfer sur terre quand elle a insipide le nom, et puis qui s'y pique, s'y frotte, c'est ça qui s'y frotte, s'y pique, la devise de Nancy. Mais oui, et sur Youssouf, moi il m'a marqué quand j'étais jeune, forcément, marocain, bon joueur de Ligue 1, et je pense même que il aurait peut-être
pu faire plus encore, peut-être un peu aller plus haut. C'est un joueur, même quand il part à Rennes, il part avec une certaine cote. À Rennes, il fonctionne bien. C'est quand même, voilà, je trouvais, il a peut-être lui aussi manqué le petit palier, un peu comme tous les joueurs de cette équipe de Nancy, parce que on le disait, il y avait quand même des joueurs de talent, mais c'est des joueurs qui, je pense, en tout cas pour ce qui est de Youssouf, il aurait peut-être pu aller un petit peu plus haut, parce que ce soit en sélection ou en Ligue 1, c'est un joueur quand même qui a été régulier. Je trouvais qu'il était régulier, il ratait quand même rarement ses matchs, il apportait toujours quelque chose sur le terrain, et voilà, moi en tout cas en tant que fan de l'équipe de la sélection marocaine, j'aurais bien aimé le voir encore un petit peu plus haut. D'ailleurs, en parlant de fratrie, oui, exactement. Moustapha Hadji. Mais lui c'était compliqué quand même. Et c'était compliqué d'arriver aussi et de succéder à son frère, parce que même si voilà, son frère c'est quand même une très grosse carrière, que ce soit à Coventry, que ce soit aussi avec la Corogne, que ce soit surtout au Sporting aussi, avec Nancy aussi. C'est débuts Portugal, quand même, pas Sporting, le club de Bastia, précise. Ouais, on est sur Young Legends, donc on pourrait plutôt penser à Bastia. Mais c'était compliqué de succéder, et je trouve quand même qu'il a quand même réussi à apporter sa touche à lui. Il a apporté son style à lui, sa touche à lui, même si au début il avait la même coupe de cheveux, et puis surtout la ressemblance physique était énorme entre les deux frères. Mais voilà, il a réussi quand même. C'est pas facile, je pense, quand il y a déjà un nom installé, de venir et de faire sa propre place. Et je pense que lui, en tout cas, l'a réussi, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un Hadji, en tout cas au Maroc, on précise si c'est Youssouf ou si c'est Moustapha. Et je pense que ça, c'est une première victoire. Une belle fratrie encore. Allez, dernier sujet de cette émission, le match de légende, bien sûr. Cette fois, on va passer sur du très très lourd. Je suis même étonné qu'on l'ait pas déjà fait. Comme quoi, il y a encore beaucoup à faire dans League of Legends sur ces 20-30 dernières années. OL PSG, saison 2012, qui se finit sur 4 buts partout. Je pense qu'en termes de match, après le OL-OM qui finit à 5 partout, celui-là, c'est clairement un de ceux qui a le plus marqué les esprits sur la dernière décennie. Clairement, on va se faire plaisir. Enfin, de toute façon, c'est toujours un plaisir, les gars, de se replonger dans les matchs de légende. En plus, moi, surtout quand il concerne le Paris Saint-Germain, je vais pas vous le cacher, moi, je prends direct, il y a aucun souci. Donc là, nous sommes en février 2012. C'était il y a maintenant plus de 10 ans, un petit peu plus de 10 ans. La Ligue 1, elle est en train de subir un changement de règne. Il y a le PSG de QSI, parce que je mets un peu de contexte, qui rentre dans l'arène, et il se déplace à Gerland, chez un OL qui est en transition, qui est un petit peu même en régression par rapport à ce qu'il produisait les saisons précédentes. C'est un OL qui est un petit peu mal en point à l'époque. Ils sont 6e de Ligue 1. Paris est leader du championnat à ce moment-là, mais reste sur un match nul au Parc face à Montpellier, match qui, vous le savez, comptera énormément sur la fin de saison. Tu l'as évoqué tout à l'heure par rapport au final de la saison 2012. Mais voilà, c'est un match important pour le Paris Saint-Germain pour espérer gagner le titre. Et Lyon, ils n'ont pas grand-chose à jouer. Ils peuvent jouer l'Europe, mais ils ont aussi quand même, voilà, c'est un match de prestige. Ils ont quand même, voilà, ils veulent, c'est un petit peu l'ancien roi qui se bat contre son successeur. Donc voilà, il y avait quand même un storytelling intéressant. Et puis bon, c'est la fin de l'hiver. Et puis un samedi soir avec une affiche aussi alléchante, forcément, c'était un bon plan assuré à l'époque. On a un Gerland qui est quasi plein pour ce choc. Les ingrédients sont là pour avoir un spectacle digne de ce nom. Et c'est ce qu'on va avoir. Et je pense que malgré tout, personne n'était prêt pour l'avalanche de buts qui s'en est suivi, les copains. Au coup d'envoi, c'est du classique. Amaury, tu vas nous envoyer les équipes. On commence par l'OL, forcément, un 4-4-2 avec Lloris, Chris en capitaine, Bakary Koné, Réveillère à droite, Sissoko à gauche, un double pivot, Kallström à droite, Brillant, Michel Bastos à gauche, et une attaque composée de Bafétimbi Gomis et Lisandro Lopez. C'est quand même mignon, je sais pas si vous êtes d'accord, c'était quand même un 11 qui quand même envoyait, la gueule, hein. Ouais, ça envoyait pas mal, c'était quand même quasiment que des internationaux et quasiment que des très très bons joueurs, même que tous de très bons joueurs de notre Ligue 1. Pour Paris, et entraîneur Rémi Garde, je l'ai pas dit, il faut le préciser. Pour Paris, c'est aussi du classique, hein. C'était un 4-3-3 qui se transforme en 4-3-2-1 sapin, marque de fabrique déposée par monsieur Carlo Ancelotti, car oui, c'était monsieur Ancelotti, El Mister, qui était coach de cette équipe, avec Sirigu dans les buts, Jallet à droite, Sako Alex, Maxwell
Et oui, à gauche, un milieu Pastore, Mota, Sissoko et une attaque Néné, O'Haro, Menez. Ça aussi, ça a envoyé du pâté. Moi, déjà, c'était une équipe qui me plaisait beaucoup, surtout voilà, des joueurs comme Menez et Néné offensivement. Ça faisait plaisir. On savait que ça allait envoyer des choses sympathiques devant. Donc voilà, 2 beaux 11 face à nous, un stade incandescent. Tu peux lancer les images, Amo. C'est parti. Des maillots aussi qui font plaisir. Comme vous pouvez le voir aussi, des maillots qui vont faire plaisir aux amateurs. Pour moi, c'est des maillots qui m'ont marqué, que ce soit du côté de Lyon et du PSG. Les deux sont très beaux. Voilà. Ouais, les deux sont beaux. Franchement, tout était prêt pour un spectacle de qualité. Regardez, les tifos, les supporters étaient chauds. Voilà, il y avait quand même, et voilà, Gerland, ça a envoyé aussi pas mal. Voilà. Grosse ambiance, c'est parti, et ça commence d'ailleurs assez vite, dès la 21e minute, avec cet astucieux coup franc joué par Jérémy Ménez et parfaitement repris par Guillaume O'Haro, laissant Lloris et la défense lyonnaise totalement dépassée. Ouverture du score après une domination quand même parisienne, les Parisiens dominaient à ce moment-là, et ça semble quand même bien lancer le leader de Ligue 1 dans la bonne voie. On se dit, bon, Paris va faire le taf, et là, le scénario s'emballe, et Paris va couler en l'espace de 6 minutes. J'étais choqué, et va prendre l'eau de toutes parts en encaissant 3 buts coup sur coup dès la 31e minute, donc comme vous l'avez vu avec Gomis, bien servi par Kim Kallström. Au second poteau, il envoie une reprise de volée qui permet à Lyon de recoller à un partout. Paris est touché. Moi, je me dis, bon, c'est bon, on va se reprendre. Reprise. Ah ouais, la reprise est limpide. Est propre, hein. Je me dis que ça allait, et puis finalement, c'est que le début. Car 2 minutes après, Lisandro Lopez, vous le voyez, il donne l'avantage aux Lyonnais après quand même un caviar de Michel Bastos. Bastos, toujours surprenant. Il pouvait faire des matchs horribles, passer à côté, et la semaine d'après, il te faisait un match digne d'un ballon d'or. C'était fou. Non, mais c'était impressionnant. Michel Bastos, le bien nommé aussi. Ouais, oui, on le voit. Voilà, vous verrez d'ailleurs. Il y a un pied gauche. Voilà, geste. Enfin, il met toute la défense à la rue, et là à la 40e, c'est au tour de Michel Bastos, voilà, golasso, magnifique, spectaculaire. C'était fou. C'est marrant parce qu'avec le crâne rasé, on dirait vraiment Will Tord. Oui, c'est vrai. C'est perturbant à chaque fois. Il avait un pied gauche tellement puissant quand il le voulait. Mais ça, c'était sa spéciale, frappe du gauche. Et moi, à l'époque, là, à ce moment-là, à 3-1, les gars, en 6 minutes, 3-1, j'étais en train de pleurer du seum. Je voyais le titre s'éloigner à grands pas. Et alors qu'on pensait que les Lyonnais allaient rentrer au vestiaire avec une avance de 2 buts, et non, Néné existe encore. C'était sans compter sur l'abnégation des Parisiens qui transforment un pénalty à la 47e minute. Néné, le si bien nommé, l'artiste brésilien, permet aux Parisiens de rester en vie dans ce match de fou. On se retrouve maintenant en seconde période où Paris donne tout pour revenir, et pourtant c'est Lyon qui va alourdir le score à la 58e minute sur une tête de Jimmy Briand. À l'époque, il pouvait encore sauter pour faire des têtes. Adri pourra en parler, sur un corner de Michel Bastos. Pour les Lyonnais, le plus dur semble être fait, et pour moi, je pensais que le match était fini. Je pensais que la fin allait être très difficile. Le stade entier, il peut imaginer qu'un seul scénario, et pourtant les copains, c'est pas fini. Après un travail conjoint de Néné et de O'Haro, comme quoi tout est possible, c'est Seara qui était rentré quelques minutes auparavant, qui réduit le score d'une frappe croisée dans le petit filet. Ah, vous l'avez vu ça ? Vous l'avez vu ? Les sourcils de Carlos sont sortis, ça n'annonce rien de bon pour les Lyonnais. Seara, attention. qui n'est pas devenu pasteur ou un truc comme ça d'ailleurs. Si, évangéliste. Donc déjà, à l'époque, avec le truc des sourcils, comme quoi Ancelotti connaissait le secret des remontadas, et voilà, l'irrationnel, le football, Sirigu, il veut s'embrouiller avec Maxwell, là c'est l'irrationnel, 94e minute, O'Haro, qui n'a pas été sorti par Ancelotti parce que c'était un choix du coach, il lui a rendu toute la confiance, une tête pleine de rage, après un excellent travail de Mathieu Baudemer, qu'on salue. Les Lyonnais, ils sont KO, le Paris Saint-Germain était quasi mort, franchement, 94e minute, tu penses que le match il est fini, et pourtant ils arrachent un point du match nul. Moi, je pensais à l'époque que ça allait peut-être pouvoir nous permettre d'être champions, et non, malheureusement, ça aura pas été suffisant, mais au moins on aura kiffé sur 90 minutes, et pour ça, voilà, on peut quand même remercier les 22 acteurs de ce match. Depuis 10 ans, les PSG Lyon et les Lyon PSG, c'est quand même les plus grands matchs à chaque année, j'ai l'impression. C'est vrai que ça. Après, bon, maintenant c'est plus Lyon quand même qui prend beaucoup quand même. Mais tu parles en termes de contenu de jeu ? Ouais, en termes de spectacle. En termes de spectacle, j'ai en tête le but de Depay à la dernière minute. Ouais. Le fait que de Mbappé. Voilà, le fait que souvent, malgré tout, dans les 19 autres équipes, c'est Lyon qui arrive avec le plus le torse bombé et la tête haute contre le PSG.
Et ça, chapeau. Alors après, des fois, ça a donné, mais après, au moins, ça donne parfois des matchs de ce type-là. C'est vrai qu'ils se mettent souvent au diapason, peu importe leur niveau dans le championnat, dans la saison actuelle. Ils sont toujours là. En fait, j'ai l'impression qu'ils revivent un peu les souvenirs de leur glorieux passé et ils se disent, bon, sur un match, on peut regarder dans les yeux un club comme le Paris Saint-Germain, comme ils l'ont fait d'ailleurs en C1 face à City ou autre. Mais ça, c'est vrai que c'est une particularité lyonnaise. Peu importe, ils peuvent être 7e, 8e. Quand ils vont affronter le Paris Saint-Germain, et ben, ils vont se mettre au niveau. ils vont mettre une opposition digne de ce nom. Et ça, c'est impressionnant. Peu importe les joueurs qui composent l'équipe. Ouais. Non, c'est clair qu'on s'était bien régalé en tout cas avec ce match. Je mentionne, plaisir de le revoir. j'ai d'y repenser le but de Darder aussi qui fait un sombrero dans la surface. Il était pas mal celui-là. Exact. Sergi Darder. Joueur particulier, Sergi Darder. On a parlé d'artistes qui auraient pu le confirmer et tout. Lui aussi, il était un peu dans cette veine-là, de mec qui a manqué d'un petit truc en plus pour être un peu plus installé dans la Ligue 1, mais au moins pour ce geste-là, il joue Espagnol toujours. Il joue Espagnol. Petite carrière honnête en Liga, il est bien. Hein. Il est bien. Bon, les gars, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Très triste que ce soit déjà la dernière de la saison. Profitez bien de cette J38, bien sûr. C'est ce soir à 21h, bien sûr, sur Amazon. Nous, on se retrouve la saison prochaine, fin août, début septembre, pour une nouvelle saison de League of Legends. N'oubliez pas la dernière de Pass Day également la semaine prochaine. Donc, lâchez votre petit follow pour être sûr de ne pas la manquer. Ça va être très sympa, ça aussi. Il y aura un gros bilan, notamment des saisons de chaque club de Ligue 1. À suivre, je ferai un petit saut aussi d'ailleurs dans l'émission, donc voilà, n'hésitez pas. Et écoutez, je vous souhaite à tous un très très bon week-end et à bientôt. Merci. Ciao. Salut. Ciao.